TikTok et Instagram, bonne chance. C'est incroyable la chance qu'on a, mais c'est le cas de beaucoup de monde, mais d'avoir en fait ces gros mouvements de gens qui parient sur toi parce qu'ils te voient aller plus haut. Avoir un média de débat qui était à mi-chemin entre TPMP et Thinkerview. Et c'était le fait de mélanger les deux qui nous intéressait beaucoup. Et je trouve ça extrêmement dingue que ce qu'on fasse soit aussi clivant. Si vous savez pas quoi faire comme contenu, pensez d'abord légendaire. Salut, c'est Armand et Max. Tu es bien sur Rec, le podcast des créateurs de contenu. Après avoir bossé chez Google et TikTok, on est passé du côté des créateurs pour en décrypter l'écosystème. Si tu connais pas Valran, c'est un mec qui va à 100 à l'heure sur ses 100 projets. Il est à la tête de Le Crayon, ce média de débat des jeunes qui est présent sur tous les réseaux. Il a également cofondé les 3 agences marketing qui y sont liées et il organise la Founders Night pour réunir les entrepreneurs. Il a également participé au lancement de Elise, cette application un peu sur le modèle de Tinder qui permettait de choisir ton candidat à l'élection présidentielle. Bref, cet épisode est aussi dense et intéressant que la vie de Valran, donc on espère que tu vas l'apprécier autant que nous. Bonne écoute. Valran, t'es un mec qui a eu déjà à ton âge 1000 vies, j'ai l'impression. T'as bossé sur 1000 projets, t'as lancé plein d'idées que t'as menées à bien. Comment tu te présentes à quelqu'un que tu croises dans la rue et qui te connaît ni David Adam ? C'est super difficile en vrai, parce que je sais pas si mais je me présente en tant que du coup fondateur et CEO du Crayon, qui est genre 80% de mon temps et de très 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 loin ce que je préfère faire, parce que c'est ma famille, tu vois, c'est là où je suis chez moi, tu vois. Et c'est un peu le terme que j'ai piqué à Mathieu Stéphanie, parce que je trouve que l'expression est géniale, c'est entrepreneur récidiviste, qui est un peu la traduction littérale française de serial entrepreneur. Je sais pas, moi, entrepreneur récidiviste, c'est bien, mais après, c'est surtout que parfois les gens, entre guillemets, surestiment aussi ce que moi je fais, parce que c'est vrai que je suis sur plein de projets, mais je suis jamais tout seul, en fait. Et c'est d'ailleurs une de mes particularité par rapport à d'autres, c'est que je ne mène quasiment aucun projet seul, et ça me fait d'ailleurs chier de mener un projet seul. Ma création de contenu, par exemple, je la fais quasi toute seule, et c'est dur, et c'est genre ultra douloureux pour moi de le faire. Je suis un mec ultra collectif, et j'adore en fait justement ce côté échec et victoire à plusieurs, quoi. En fait, c'est quoi, hein, mais tu signes un énorme deal, t'es trop content. T'imagines si t'es seul sur ton business, t'es content mais tout seul, quoi. Non mais tu sais, il y a ta famille un peu content, en mode bravo et tout, mais t'es content tout seul. Ouais. Je trouve ça super bizarre comme truc. Et même ma première boîte, parce que j'ai monté la première boîte à 17 ans, on était déjà à 3 et c'était déjà justement le sujet principal, c'est déjà le fait qu'on était à 3, qu'on se divisait le travail, qu'on était les uns là pour les autres et tout, tu vois. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce truc-là. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est en train de changer dans la création de contenu. C'est que la majorité des créateurs étaient des introvertis. Et notamment par le biais de YouTube. Les YouTubeurs sont souvent des gens très, très solitaires et introvertis. Et je regarde les premiers youtubeurs, c'est beaucoup ça, et même les youtubeurs très thématisés, que ce soit tech, histoire, cinéma et tout, c'est souvent des gens, quand tu les rencontres dans la vraie vie, assez introvertis, pas forcément timides, mais introvertis. Et à l'inverse, et c'est là que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que TikTok, ou en tout cas la version actuelle de TikTok et les Reels Insta et tout, a propagé aussi des créateurs qui étaient beaucoup, beaucoup plus extravertis. Tout le bal des pirates que vous connaissez bien et tout, et ce genre de truc-là, même Le Crayon un peu dans tout ce que ça a comme embranchement, c'est des choses beaucoup plus collectives. Et moi, c'est une vision que je défends. Je suis pas contre les gens introvertis et tout, mais moi, c'est là vraiment que je me sens à l'aise. J'ai l'impression un truc qui a encore beaucoup de choses à conquérir sur le collectif, sur les réseaux sociaux, tu vois. Ok. Donc en quelques secondes, t'as passé plein de sujets. Mais déjà, explique-nous peut-être Le Crayon, c'est quoi ? Le Crayon, c'est 3 choses. C'est donc du coup Le Crayon, c'est le premier média de débat des jeunes sur les réseaux sociaux. On est, en comptant les fondateurs, plus de 750 000 abonnés aujourd'hui. Donc on n'est pas encore énorme et tout, mais on s'en approche et on est assez content. On a Le Pinceau, qui est une agence de création de contenu et d'influence. C'est pas extrêmement différent de ce que font beaucoup d'agences, mais en gros, on pilote des opérations de contenu et d'influence pour des grandes entreprises, surtout. Donc du coup, ça va être notoriété et lancement de projets. Et le dernier, c'est Le Surligneur. C'est une agence de relations presse et de personal branding pour les entrepreneurs et les C-level des entreprises ou des startups. Et donc là, l'idée, c'est de se dire utiliser les codes du digital et nos contacts et notre long bras dans les médias pour réussir à propulser des personnalités, généralement au service ou d'un message ou d'un projet. C'est rarement juste pour faire de l'ego trip pur, pour le coup. Et d'ailleurs, ça intéresserait pas tant que ça les gens. Et voilà, donc à peu près, c'est ces 3 entités-là. Et on est 4 associés, donc Jules, Sixtine, Anto et moi. Anto, il est sur le média. Jules, donc Le Crayon. Jules, il est sur Le Pinceau, donc création de contenu influence. Sixtine, elle est sur Le Surligneur, donc relations presse et personal branding. Et moi, je chapeaute un peu tout ça
tout en haut, donc au-dessus d'eux, entre guillemets, et tout en bas, à leur service quand ils ont des problèmes, quoi. Ok. Et comment est-ce que tu as rencontré du coup tes associés? Sixtine, c'est ma sœur, donc à la naissance. Facile. Et Jules, c'est par sa copine qui s'appelle Louise, qui est aussi une influenceuse, qui s'appelle My Better Self, et elle me l'a présenté quand je lançais le crayon, en me disant voilà, j'ai un pote qui est ultra intéressé par la politique et les médias, et Antonin par un ami qui s'appelle Nicolas, qui a fait partie au tout début un peu du projet et qui nous a rapidement quittés. Donc du coup, j'ai gardé Anto, toujours vivant, mais il fait partie du projet. Et donc du coup, on a récupéré Anto. Et en fait, c'est pendant le premier confinement où le crayon était déjà lancé, mais assez modestement, qu'on s'est retrouvés en fait confinés ensemble avec Antonin. Et c'est à ce moment-là, on a vraiment en fait un peu scellé ce pacte de on va y aller, on va aller jusqu'au bout et on va le faire en mode réussir ou mourir, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment eu ce truc-là. Et donc, on est sorti un peu de terre à ce moment-là. Et au fur et à mesure, on a progressé, même si jamais je me rends compte avec le recul que on parle souvent des réseaux sociaux comme une boucle très rapide. Et en fait, non, ça nécessite quand même du temps quand tu veux vraiment imposer ton truc, encore plus quand c'est pas simple à comprendre, tu vois. Et le débat d'idées, surtout avec un média qui ne prend pas position, c'est parfois compliqué à faire comprendre aux gens, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'avec le crayon et vos images personnelles, vous êtes vraiment à une frontière très floue entre des créateurs de contenu et un média. C'était quoi la vision au tout début quand justement tu t'es retrouvé en confinement avec Antonin et tu te dis on va faire ça, c'est quoi le ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que devenir un média quand tu pars de zéro, ça paraît être un truc inaccessible. Non mais t'as complètement raison, c'est une très bonne question. Au début, le personal branding, ça faisait pas partie de la stratégie. On l'a fait un peu sous l'influence de notre pote Gaspard G, qui m'a expliqué en fait tout l'intérêt que ça avait dans la nouvelle économie de ce personal branding. D'ailleurs, on a monté le surligneur aussi parce qu'on a compris à quel point c'était intéressant de le faire. Et donc du coup, on s'est mis à ce moment-là. Mais on avait déjà lancé le crayon. Le ça que tu poses comme question, Max, c'était vraiment avoir un média de débat qui était à mi-chemin entre TPMP et Thinkerview. On ne s'est pas construit en comparaison avec ces deux entités-là, mais c'était les deux qu'on regardait le plus en disant les deux, on trouve ça génial. Pour des raisons totalement différentes, d'ailleurs parfois antagonistes, mais on trouvait qu'il y avait des choses à réconcilier entre les deux. La capacité de divertissement de TPMP et la capacité d'avoir une audience extrêmement large sur du contenu intelligent et posé. Et c'était le fait de mélanger les deux qui nous intéressait beaucoup. Et donc du coup au début c'était vraiment YouTube. YouTube c'est notre petit chouchou, notre petit bébé depuis le début. Et puis après on s'est très rapidement étendu sur tous les réseaux sociaux. Et en fait on a rapidement eu la volonté de lancer des verticales, le crayon business, le crayon pulp et tout. Et c'est en discutant avec Gaspard qu'on s'est rendu compte qu'on avait tout intérêt à faire du crayon business, en fait juste simplement le média de Valran, le crayon pulp, le média d'Antonin, d'où le vrai pulper d'ailleurs son nom, et de faire de Jules le crayon culture et de Sixtine, je sais pas, le crayon dev perso ou intelligence sociale en fait. Et donc du coup, au lieu de répliquer la méthode crayon, tout ce que tu veux, en fait d'essayer de tenter une nouvelle approche et voir les résultats que ça allait donner. Et les résultats sont plutôt bons, mais en fait heureusement qu'on a été entre les deux, parce que du coup ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, le média pour la marque institutionnelle et tout, aussi parce que c'est rachetable, revendable, commercialisable, parce que ça te dépasse, quoi. Et le côté influenceur, enfin en tout cas solo média, qui permet en fait de pouvoir générer de l'attraction sur des personnalités, parce que quand on veut pas bosser avec une entité, c'est les personnes qui intéressent. Et qu'aujourd'hui, on aurait très bien pu monter le crayon sans avoir aucun personal branding, mais aujourd'hui, franchement, vraiment, t'as un quart, un tiers de nos opportunités qui viennent de nos 4 personal branding. C'est quand même complètement dingue, ouais. Mais ça reste assez récent quand même, ce lancement de personal branding. Ça date de quand à peu près? Janvier, on s'y est vraiment mis. Ok. Janvier, on s'y est vraiment mis. Et après, t'as Sixtine et Jules qui ont pété assez vite. Moi, j'ai toujours eu une bonne base parce que j'avais des gens qui me suivaient d'entrepreneuriat même avant le crayon. Et puis, je parle beaucoup aux gens dans la vie réelle, à des événements et tout. Mais ça prend moins vite en termes de contenu. Et Antonin, lui, il a mis du temps, il s'est beaucoup cherché sur le contenu, et puis là, il a trouvé ce qu'il aime faire, et donc du coup, ça se passe mieux, quoi. Mais ça a été ultra évident pour Sixtine et Jules. C'est encore un peu compliqué pour moi, et c'est de moins en moins compliqué pour Antonin, en gros. Est-ce que tu dirais que chacune de vos images personnelles sont un peu comme des rubriques du crayon, si on compare vraiment à l'univers des médias traditionnels, de dire, bah voilà, la rubrique culture, on va faire un petit édito sur le sujet, ou la rubrique business, etc. Ou non, pour toi, ça n'a rien à voir? Ça peut pas être décorrélé, parce qu'en fait, le crayon est trop attaché à nous et nous au crayon pour l'instant, mais on le voit pas non plus comme, on va dire, c'est pas non plus tamponné crayon, tu vois. Okay. C'est-à-dire que Sixtine, Anto, Jules et moi, on a des opinions politiques et sociétales qui sont les nôtres, tu vois, qui sont indépendantes du crayon, qu'on se permet totalement de pouvoir donner sur nos propres comptes. Jules, par exemple, est extrêmement militant pour l'écologie, c'est une cause qui lui tient énormément à cœur.
il se permettrait pas de la donner au nom du crayon, parce que le crayon est neutre. Bon, le crayon est neutre, y compris dans le fait scientifique, donc le crayon reconnaît la scientificité du changement climatique. En revanche, il est neutre par rapport au militantisme que ça peut provoquer. Je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, moi je le soutiens à donf là-dedans, c'est trop cool qu'il se donne autant, il participe à je vais me reprendre. Il participe à des associations, il se donne du mal là-dessus, il fait des messages sur ses propres comptes de réseaux sociaux là-dessus. Sur le crayon, on serait un peu moins à l'aise parce que le but, c'est que le crayon puisse toujours se réfugier en termes de sécurité d'opinion, qu'on n'est pas en train d'essayer de nous vendre un truc, quoi, tu vois. Là où sur nos comptes, on peut. Du coup, est-ce que tu prends le parti de dire qu'un média peut être impartial ? On est obligé de le tenter, en fait. Je suis obligé de te dire oui. Je suis obligé de te dire oui, un média peut être impartial parce que en fait, simplement, l'intention d'être impartial sera déjà une forme d'impartialité réelle. Et après, derrière, la perception de chacun renverra aussi au propre biais de chacun. Parce qu'on dit souvent, un média ne peut jamais être totalement neutre parce qu'il y a le biais des gens qui vont pondre le contenu. Mais on oublie de dire l'inverse, en fait. Un média ne peut jamais être neutre parce que personne ne va consommer ce contenu par un prisme neutre. Donc en fait, le sujet, il est dans les deux sens. En fait, il n'est pas seulement dans le sens de l'émetteur, il est aussi dans le sens du récepteur. Et je pense que c'est important de comprendre que tu peux faire de l'objectif, mais pas du neutre. Et moi, je pense que là, c'est comme ça que je me suis résolu, on va dire, avec ce terme neutre qui énerve beaucoup de gens quand on le propage. On essaie de faire les choses de manière les plus objectives possible. Et c'est surtout qu'en fait, on s'intéresse. En vrai, on se prend pas tellement la tête là-dessus. Nous, juste, on fait parler le plus grand nombre et le spectre le plus large de personnes. Et derrière, si on nous conteste notre neutralité ou notre objectivité, on va juste renvoyer la vidéo qui donne l'avis opposé et on va faire ça indéfiniment jusqu'à ce que quelqu'un nous coince. Et pour l'instant, personne nous a coincé, quoi, tu vois. Et au tout début, quand vous vous êtes dit, OK, on va lancer ce média, vous avez fait quoi concrètement ? C'était quoi les premières briques de ce qu'est aujourd'hui le crayon ? Ça a été de faire des interviews. La première, c'était c'est une scientifique, une chercheuse au CNRS qui est aussi académicienne des sciences, qui s'appelle Sandra Lavorel, pour parler de climat et de biodiversité. Comme quoi, même la cause était pas seulement pré-Covid, enfin post-Covid, elle était aussi pré-Covid. Et donc, du coup, on a fait quelques interviews de gens qu'on avait plus ou moins dans notre réseau ou pas trop loin de nous, par des amis d'amis ou ce genre de choses. Et après, on a fait un gros débat, mais assez vite, mine de rien. On a fait un gros débat qui était celui entre Julien Rochdy et My Better Self. Donc My Better Self, la copine de Jules. Et ce débat-là a été la première pierre de ce qu'on a été. C'est aujourd'hui quasiment 1 million de vues sur YouTube, sur 35 minutes de vidéo. Et ce qui est dingue, moi ça m'a toujours fumé ce truc-là, mais c'est que ce débat-là est encore aujourd'hui une des 5 vidéos, une des 10 vidéos dont on me parle le plus. Okay. Et les gens nous ont découvert pendant le confinement avec cette vidéo, parce qu'on a tourné le débat, je crois que c'était, un truc genre le 12 ou le 14 février. On l'a publié le 28 février, et il y avait le confinement le 15 mars. Donc on avait vraiment, heureusement même, j'ai envie de vous dire qu'on a coffré ce truc-là avant le confinement. Tu vois, ça nous a permis de gagner des abonnés et de la visibilité, alors que tout était bloqué. Et en fait, il y a plein de gens qui nous ont découvert pendant ce moment-là, notamment par exemple les gars de Slick, Antoine de Slick. Il m'a raconté ça, mais ça m'a complètement tué. Il m'a dit, mais moi je vous ai découvert, j'étais en plein confinement, je vois ce débat-là et je me dis, mais c'est mal filmé, c'est mal cadré, le son est nul à chier, mais c'est génial, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je pense qu'il a symbolisé ce que beaucoup de gens ont pensé de nous à l'époque, en mode, alors rien ne va, c'est vraiment, tout est catastrophique, sauf l'idée de départ et le fond de la discussion. Et je pense qu'on a gagné un peu le cœur des gens sur ce côté kitsch, mais en même temps où l'intuition et le fond étaient cool. Et en fait, derrière, après, il y avait juste à améliorer la forme, mais le fond était bien derrière. Et là où c'est dingue aussi, c'est qu'on a eu du mal à refaire des Julien Rochdy, My Better Self, enfin des débats de ce niveau-là. Aujourd'hui, on en a peut-être refait une dizaine de vidéos sur 2 ans et demi. Avoir réussi à faire 10 fois ton premier gros truc, c'est dur, tu vois. Simplement parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'opposition de style et d'idéologie à ce niveau-là d'intelligence et de complexité que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup de gens refusent de débattre, même si jamais ils font de l'idéologie auprès de leur propre communauté. Ouais. Beaucoup de gens n'ont pas le niveau intellectuel de faire un débat, ça on oublie de le dire, ou rhétorique. On oublie de le dire, beaucoup de gens se flippent parce qu'en fait ils n'ont pas le niveau. Ils font des scripts de vidéos d'1 minute, mais en fait t'enlèves les scripts. Non mais je le dis vraiment. Et le dernier truc, c'est que beaucoup de gens n'ont pas envie d'avoir tous les commentaires qui vont aller avec le fait de participer à ce genre de truc. Tu vois. Ouais. Et qu'on oublie ce détail-là quand on regarde tes PMP, mais en fait, dès que tu t'exposes dans les médias, donc hors de ta propre bulle, forcément qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Surtout avec des avis si tranchés quand t'amènes un débat un peu touchy. Ouais, complètement. Mais moi, ça me frustre pour un truc, c'est que j'ai l'impression que les gens ne mesurent pas ça, en fait. J'ai l'impression que les gens ne mesurent pas que
euh, le fait que les gens critiquent ton opinion, c'est pas juste les réseaux, c'est méchant, c'est de la haine en ligne. Bien sûr qu'il y a ça. Mais il y a aussi du fait que c'est normal que 100% des gens ne partagent pas ton avis, quoi. En fait, sinon tu ferais 0 vue, j'ai envie de dire. C'est même parce que tu dis quelque chose de différenciant que les gens t'écoutent. Mais si tu dis quelque chose de différenciant, il y a des gens qui sont pas d'accord. Et c'est sain qu'ils soient pas d'accord. Après, la forme, se faire insulter, se faire menacer, ce que tu veux, ça, évidemment, faut jamais tolérer. Mais ça reste inévitable de se faire critiquer quand tu veux faire quelque chose d'important. Et je suis toujours étonné d'influenceurs à centaines de milliers, voire à millions d'abonnés qui sont là, hein, vraiment à être, ouais, je reçois beaucoup de haine en ligne et tout. Et t'es en mode, oui, mais en fait, ça va avec le job, quoi. Ça va avec cette vie-là. Du jeu, ouais. Tu peux nous rappeler le thème du débat ? C'était le féminisme. C'était la question exacte. C'était a-t-on atteint aujourd'hui l'égalité entre les hommes et les femmes, en gros. Avec Julien Rochdy qui défendait que oui, parce qu'aux yeux de la loi, c'était la même chose, et Maëlle Bertrand qui défendait que non, parce que dans la loi, oui, mais dans les faits, non. En gros. D'accord. Ça, pour résumer les deux positions. Mais voilà. Mais sur le sujet de la haine en ligne, moi, c'est un truc que, je pense que plus vous grossissez en termes d'abonnés, plus même vous le voyez, tu vois. Plus vous atteignez des tailles critiques, plus les gens ont envie de commenter pour dire que c'est pas bien. Alors que quand t'as 4000 abonnés, 10 000 abonnés, les gens prennent même pas la peine. Est-ce que vous avez aussi beaucoup de... Donc tu peux avoir de haine en ligne envers ceux qui débattent. Est-ce que vous avez aussi beaucoup de haine, entre guillemets, contre le messager, à savoir le média, le crayon, où quelqu'un va vous dire vous n'êtes pas légitime pour parler de ça, vous n'avez rien à faire là, vous êtes pas neutre, justement, ce genre de choses? Alors complètement, mais nous, on a un paradoxe par rapport à nos invités, c'est que nos invités, plus ils ont de la visibilité, plus ils ont des chances de se faire copieusement critiquer. Nous, c'est l'inverse. Plus on en a, moins on se fait critiquer, parce qu'en fait, nous, on se faisait beaucoup critiquer sur la légitimité. En mode genre, qui êtes-vous pour, en fait, faire ça? Nous, on est en mode, personne, en fait, juste... on a pris 3 cams, on a invité 2 personnes, et on a vu ce qui s'est passé, quoi. Et je pense que les gens commencent aussi à gagner en respect envers nous aussi, parce que on a reçu Elisabeth Borne, là, qui est notre première ministre, on a reçu Jordan Bardella, on a reçu Alexis Corbière. Donc, tu vois, niveau politique, t'enlèves les patrons, donc Macron, Marine Le Pen, Mélenchon, tous les numéros 2, on est en capacité de les recevoir, et de les recevoir, pas d'une semaine sur l'autre, j'exagère, mais pas très loin, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, on a atteint ce seuil critique où tu peux plus nous traiter de random gars sur Internet qui font une vidéo cringe, tu vois. Et parce que la prod s'est améliorée aussi, et parce que la marque commence à être de plus en plus connue, et parce qu'au bout d'un moment, quand des buzz à la My Better Self, Julien Rochdy, t'en as fait 10, 15, 20, bon, les gens, tu fais partie du paysage, tu fais partie des meubles. Et là où c'est moins vrai avec nos invités, c'est que nos invités, pour beaucoup d'entre eux, les gens qui nous suivent les découvrent. Donc en fait, comme ils les découvrent, il y a cette réaction un peu de j'aime ou j'aime pas qui est ultra direct, qui est très viscéral, tu vois, comme truc. Et là, pour le coup, plus le nombre d'abonnés est grand quand tu es dans la case j'aime pas, plus la critique est forte parce que mais je ne savais pas que cette personne-là dont j'aime pas l'opinion est en capacité ou en position d'influencer autant de monde. Donc en fait, il y a cette crainte. Un peu une crainte, on va dire, d'adultes inquiets face à des enfants en disant mais est-ce qu'on est certain que cette personne-là peut influencer autant de monde sans risque et tout, qui est une position un peu de oui, mais en fait, t'es qui toi pour savoir ce qui est bien ou pas bien pour les autres, tu vois, comme toujours. Vous avez eu des personnalités, tu en as mentionné certaines, qui sont quand même difficiles à mobiliser. C'est quoi le levier que tu utilises? Est-ce que c'est ton audience? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est l'historique? Tu as parlé de certaines vidéos qui ont cartonné. Il y a eu 3 phases par rapport à ça. Enfin, moi, je les ai vraiment vues distinctes. La première phase, c'était tu viens parce qu'on est gentil, mignon, qu'on a envie de faire du débat pour les jeunes et que c'est gentil. Et que du coup, on a eu 1 ou 2 personnalités qui ont validé le truc. Donc là, t'es en mode, ça fait pas une audience de dingue, c'est pas le média de l'année. Mais en revanche, ils ont déjà reçu des gens, donc j'ai la confiance. Et ils sont jeunes, ils sont mignons, c'est cool. Puis après, la deuxième phase, c'est je viens parce qu'on m'a dit de venir. Là, les gens se le recommandent en disant je suis allé sur un média, ils font les choses un peu différemment, ils ont une bonne approche, j'ai bien aimé leur ton, leur vision des choses. Tu devrais y aller. Et là, du coup, les gens prennent le temps parce qu'on se fait recommander, mais parfois même sans que nous, on fasse des invitations. Il y a aussi des politiques, des auteurs et tout qui sont venus parce que j'ai, je sais pas, Yann Moix qui est venu, il m'a conseillé de venir, Yann Toven qui est venu, il m'a conseillé de venir, Caroline Foix qui est venue, il m'a conseillé de venir, vraiment. Et donc, du coup, nous, on a pu recevoir des gens comme ça. Et là, la phase dans laquelle on est rentré depuis, je sais pas, je dirais peut-être avril, mai dernier, je pense que c'était la fin de la présidentielle, plus le pump qu'on a vécu avec Élise et tout, qui ont fait que les gens se sont dit, en fait, c'est juste les prochains, quoi, en fait. C'est les prochains, on va dire, gros médias des jeunes. On a intérêt à se solidifier rapidement, quoi. Et c'est d'ailleurs marrant, en fait, ce phénomène-là. Les gens deviennent des institutions, le mot est trop fort, mais deviennent des
des marques de référence avant d'être des marques de référence. Et c'est parce qu'aujourd'hui, tellement de gens ont vu des choses se passer qu'on est tellement dans une anticipation qu'en fait, on crée aussi des marques de référence par anticipation. Et qu'aujourd'hui, le crayon, ça repose aussi sur le fait que beaucoup de gens croient qu'on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. C'est d'ailleurs ce que je crois aussi, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat, mais c'est incroyable la chance qu'on a, mais c'est le cas de beaucoup de monde, hein, mais d'avoir en fait ces grands mouvements de gens qui parient sur toi parce qu'ils te voient aller plus haut. Et c'est en fait, c'est ton toit plus haut sur lequel ils parient. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et je pense que les années Internet ont beaucoup marqué les gens, notamment les gens de 35, 40, 45, 50 ans, sur ouais, bon, parions. Dans le doute, là, on sait trop con. On l'a loupé une fois, on l'a loupé 2 fois, on l'a loupé 3 fois, bon, on ne loupons pas 4 fois, tu vois. C'est comme les gens qui se précipitent dès qu'il y a un nouveau réseau social qui se monte en mode BeReal et tout. Les gens étaient comme des dingues sur BeReal. J'aime beaucoup BeReal. En plus, c'est français, Cocorico, tu vois, j'aime bien ce dire-là, mais tu vois, il y a eu aussi des Vines et des Clubhouse, tu vois, en fait, dans le lot. Et c'est pareil pour les médias. T'as des Hugo Décrypte, des Brut, des Combini, mais t'as eu aussi des... Bon, j'ai pas forcément d'exemple de médias en tête, mais t'as aussi des médias qui ont fait... Voilà, tu vois. C'est quoi l'avenir du crayon pour pas que ça fasse justement ce... C'est un des gros sujets du moment, et je pense que c'est une exclue, je crois que je l'ai jamais dit, mais on est en train de racheter un média, là. Cool. Que je vous citerai pas parce qu'on attend de le finaliser, mais on est en train de racheter un média dont je suis assez fan en plus à la base, donc je suis en termes de délire perso, c'est un méga kiff, et dont le fondateur est quelqu'un que je trouve excessivement compétent, donc je suis ravi en plus qu'il intègre notre équipe, et donc ça c'est vraiment très cool. On est en phase de finalisation, donc c'est conclu, mais bref, touche du bois, comme on dit. Et donc du coup en fait c'est arrivé un peu par hasard ce truc là, c'est pas nous qui sommes vraiment allés chercher le truc, ça s'est un peu fait par information, par tâtonnement et tout. Et en fait je me suis rendu compte avec ce truc là, j'ai un peu changé de paradigme. Moi avant j'avais vraiment envie de construire une forme de mini brut avec le crayon, mais avec des activités externes plutôt d'agence, de business, de personal branding, de nos propres comptes d'influence. Donc en fait, c'est toujours été cette vision du quartier. T'as un média qui est un peu la tour centrale du quartier, et après t'as la boulangerie, la boucherie, la salle de sport, le parc, l'école et tout ce que tu veux. Tu vois, un peu cette vision-là. Et en fait, je me suis rendu compte que cette vision-là, c'était la bonne, mais c'était pas la bonne d'un point de vue écosystème business. C'était la bonne d'un point de vue écosystème média. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est garder le crayon, on va continuer de le développer, on va surtout pas s'arrêter. Ça reste notre nous, tu vois. Mais on va du coup là racheter ce média-là, et on va probablement racheter, si ça marche, un deuxième et un troisième, et si jamais ça marche vraiment bien, on va vraiment aller en chercher 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois. En gros, comme principe de base, on est parmi ceux qui se sont lancés dans les 3, 4 dernières années, on est parmi ceux qui ont le mieux réussi, en tout cas en termes de structuration et en termes de solidification entrepreneuriale. On a envie d'aller chercher ceux qui n'ont pas les réflexes entrepreneuriaux et on va dire l'endurance de tenir sans gagner assez d'argent au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, et débarquer, prendre une partie du capital qui nous met majoritaire sans majorité de blocage. Comme ça, nous, on a quand même la liberté de décision. Garder les fondateurs incentivés à un assez haut niveau, donc 10, 20, 25%. Et après, derrière, leur laisser full liberté sur l'éditorial, mais juste mettre tous les processus de monétisation, en plus d'intégrer tout un écosystème. On va les aider à se développer, faire venir des invités. Enfin, un peu ce que vous faites sur la partie un peu Jelly Smack, tu vois. Bah, nous, le faire, mais d'un point de vue plus média, et de le faire en internalisant, en fait, la propriété capitalistique, en fait, du média. Et réussir à faire ça sur plusieurs verticales, mais avec... En revanche, un truc très important pour nous, c'est que des social media natives. C'est des gens qui ont d'abord lancé une page Insta ou une chaîne YouTube et qui après se sont dit site internet et ainsi de suite, ainsi de suite. On en a une dizaine qu'on a shortlisté comme étant des trucs qu'on aimerait beaucoup collaborer. Il y en a plein qui nous diront non, allez vous faire foutre, nous on fait ça pour notre passion, on n'a pas du tout envie de travailler avec vous. Il y en a peut-être d'autres qui se diront, bah en vrai... moi, je ne suis pas un radical sur ces choses-là. Moi, j'ai surtout envie que mon idée, que ma vision marche. Vous avez l'air de pouvoir me donner les moyens d'aller 2 fois plus loin, 2 fois plus vite. Let's go, tu vois. Voilà. C'est un peu ça la suite. Et donc, du coup, baby group média dans le digital, quoi, en gros. Tu as mentionné le sujet de l'argent, du fait de dire que créer un média, c'est pas forcément un business model qui est très rentable, au sest où ça a beaucoup de coûts et les revenus ne sont pas toujours là, du moins sur du court terme. Est-ce que le crayon est... je ne vais pas te demander si c'est rentable, mais comment ça fonctionne d'un point de vue génération de revenus, hors la partie agence que tu peux avoir avec des clients institutionnels, comment parler? Bah, nous, à la base, on a créé les agences justement pour solidifier, pour ne pas être en risque et se dire qu'on compte sur les performances du média pour que la boîte continue à tourner, à payer les salaires et les locaux et tout ce qui va avec. Donc, du coup, on a créé les agences pour se solidifier. Mais le média, il est rentable que depuis 2 mois, tu vois. Alors que ça fait plus de 2 ans et demi qu'on s'est lancé. Donc avant, on a toujours parié sur les agences pour boucler, on va dire, les comptes en fin de mois. Mais
on a commencé à craquer le modèle et on l'a craqué notamment avec l'aide d'une boîte qui s'appelle Marmelades et un mec qui s'appelle Adrien Aversa, qui est un type super doué, un super entrepreneur. Et en fait, il y a globalement 3 manières de gagner de l'argent de manière extrêmement basique. Je parle du niveau 101 des médias, mais il faut déjà le faire, tu vois. C'est la publicité des réseaux sociaux. Donc ce qu'on gagne avec TikTok, avec YouTube, mais surtout avec Instagram, surtout avec Facebook et Snapchat. C'est quand même les 2 plus grosses manières de gagner de l'argent. Donc là-dessus, et en vrai là-dessus, ça met à une petite équipe et une grosse audience. En vrai, pour le coup, tu gagnes quand même pas trop mal ta vie. Hugo Decrypt, ça reste un des énormes pôles de revenus de sa boîte. C'est la publicité ad break sur les réseaux sociaux. La deuxième, c'est la publicité programmatique sur le site internet. Ça, nous, on l'a pas encore mis en place, on n'a pas encore de site internet, mais c'est notre prochain chantier. Et ça, normalement, c'est d'arriver à avoir un site avec pas mal de trafic, à traiter des actus. Tu as des RPM, donc des revenus pour 1000, qui sont au-dessus des réseaux sociaux. Donc si tu arrives à générer un bon trafic, tu peux quand même réussir à gagner quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros par mois. Et le dernier, c'est le brand content, c'est le truc le plus connu, mais en même temps, c'est normal, c'est parce que c'est celui qui rapporte le plus, en tout cas par unité de publicité. Et celui-là, on va dire que nous, on en fait entre 1 et 2 par mois, et ça nous rapporte entre 5 et 15 000 en fonction des opérations, quoi. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on a réussi à craquer. Et nous, c'est réseaux sociaux et brand content qui nous ont vraiment permis de le rendre rentable. Mais notre but à terme, nous, c'est d'intégrer dans le pôle du média d'autres choses, c'est-à-dire par exemple là on est en train de lancer un format pour Madines, on est en train de lancer un format pour Femme Actuelle et pour Capital, donc les deux marques du groupe Prisma Media. On a envie de monter un studio de production de vidéos qu'on utilise pour nous, mais quand on l'utilise pas, de le louer à des entreprises ou à des médias ou à des créateurs qui nous permettent de gagner des revenus pour le média. Donc en fait il y a quand même des outils de diversification à utiliser. C'est juste que là pour le coup ce que je vous ai cité, là t'es plus dans le 101, t'es dans le 201, tu vois, tu passes l'échelon du dessus en termes d'investissement, en termes de compétences, en termes de temps pris, quoi, tu vois. Mais vraiment, sinon, c'est les 3. Ad break, brand content et publicité programmatique sur les sites. Ok. Tu parlais justement de potentiellement demain avoir votre site, lescrayons.fr ou peu importe comment ça s'appellera. Historiquement, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a plutôt envisionné les médias. Je pense que si tu demandes à la plupart des Français, on va dire un média, on va pas dire bah oui, c'est des gens qui postent des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, mais tu vas penser à Libé, Le Monde ou ce que tu veux, qui a un site internet. Est-ce que comment tu penses pouvoir réussir à amener des gens sur ton site internet? Parce que Instagram, TikTok, YouTube, c'est facile, tout le monde y va tous les jours. Comment tu leur donnes l'incentive de dire bah on vous fait du contenu sur les réseaux, mais venez sur notre site, c'est encore plus intéressant? Alors parce que c'est pas pareil selon tous les réseaux sociaux. Je pense que TikTok et Instagram, bonne chance. Ouais. Vraiment. Bon chance même, comme dirait le film. En vrai, moi ça j'y crois pas, ou très peu. T'as Bloomberg qui se démerde bien là-dessus. Je sais pas si vous voyez un peu ce qu'ils font. Ils postent des photos on va dire de couverture d'articles. Ils mettent le premier paragraphe et après tu dis le lien en bio. Moi, je me le fais avoir à chaque fois, pour le coup. Enfin, je clique tout le temps dessus. Donc ça, pour le coup, ça fonctionne bien. Non, moi, je pense beaucoup plus à Facebook, à LinkedIn, à Twitter. Là-dessus, pour le coup, tu as vraiment des outils pour vraiment créer beaucoup de clics sur ton article, donc beaucoup de référencement et tout. Et après, derrière, il y a aussi l'autre backlink qui est Google. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même un avantage, c'est que on a des vidéos YouTube qui font beaucoup de vues. Et comme YouTube et Google, c'est la même boîte, en fait, les systèmes de SEO sont joints. Et comme ces systèmes de SEO sont joints, une vidéo sur YouTube, si tu mets un lien dedans, le lien va ressortir énormément sur Google. C'est pour ça que quand tu tapes le crayon sur Internet, par exemple, tu ne tombes jamais sur un crayon papier. Tu ne tombes que sur le média. C'est con, hein, on parle quand même d'un mot de la vie de tous les jours. Le crayon, c'est comme un truc vraiment très quotidien, tu vois. Et ce qui tombe en premier, c'est le site internet même d'ailleurs, parce qu'en fait avec YouTube, comme on le met dans toutes nos référencements, dans toutes nos descriptions YouTube, en fait à chaque fois tu as le site, donc il tombe en premier. Et donc là pour le coup tu peux aussi utiliser ton site là-dessus, et après il faut juste faire des articles irrésistibles, quoi, tu vois, en mode genre la révélation secrète de je sais pas, Macron sur la guerre en Russie, tu vois. Et en fait, la révélation secrète, c'est que lui, il a toujours cru que la guerre durait très longtemps. Enfin, je sais pas, tu vois, tu mets un truc un peu semi-décevant, tu vois, comme font beaucoup. Je suis pas sûr qu'on tombera forcément là-dedans avec le crayon, parce que je suis pas forcément fan de ce genre de truc. On a suffisamment de contenu et d'insight pour réussir à vendre peut-être des exclus sur le site, tu vois. Et des exclus, pas en payant, vraiment en gratuit, juste il y a des publicités dessus, tu vois. Ça, je pense qu'à la limite, on peut réussir à s'en sortir, mais après, c'est sûr que Instagram et TikTok, la monétisation va devoir devenir vraiment conséquente, c'est pas le mot, mais automatique sur ces plateformes-là. Parce que sinon, ça commence à devenir, pour le coup, clairement injuste dans leur fonctionnement. Là où j'ai beaucoup moins de problèmes avec YouTube, beaucoup moins de problèmes avec Facebook, LinkedIn ou autre, parce que le système est beaucoup plus fonctionnel. Insta et TikTok, ça va poser question. TikTok a un peu réglé le problème. Insta, ouais.
sais pas comment ils vont faire. Je sais pas comment nous on va faire dessus d'ailleurs. Je serais pas étonné que d'ici 2023, il y ait un système de monétisation similaire qui arrive, tu vois. Je pense que sinon, enfin, ils sont un peu obligés, quoi. Sinon, j'ai peur que... Il me semble qu'aux US, il y a le Reels Play Programme, où tu peux gagner de l'argent grâce à tes Reels. Mais ouais, ça m'étonnerait pas. Après, la question, c'est ces plateformes-là, en général, te facilitent pas la tâche d'envoyer des gens vers des sites externes. Ouais. Là, comme tu disais, tu vois, sur Facebook, Twitter et tout, c'est beaucoup plus facile. Ouais, mais même Facebook ou LinkedIn ou Twitter, ils essayent de te tanker un peu, mais Ouais. ils acceptent, quoi, ça fait partie du jeu, tu vois. Voilà, et plus vraiment, je dis le SEO aussi, c'est important de se dire Ouais. qu'en fait, en fonction de ce que tu tapes dans ta barre de recherche de Google, c'est quand même énormément de trucs. Si jamais tu arrives à regarder, c'est con, hein, mais tu regardes des tendances Twitter, si jamais sur les tendances Twitter, tu arrives à être premier en référencement ou en SEO, bah, généralement, t'es pas trop mal parce que beaucoup de gens vont aller taper sur Google. Plus les Google Actualités que tu vas trouver dans ton Samsung, plus les Apple News, enfin tu vois, tous les trucs un peu de curation de news. Si jamais avec le crayon on arrive à bien se positionner et en vrai on commence à avoir les armes pour potentiellement arriver sur ces trucs-là, tu peux réussir à te dire, je sais pas, hein, tu fais je sais pas, on va dire 500 000 visiteurs par mois sur le site internet, c'est pas non plus inimaginable, tu vois. En vrai, tu réussis déjà à faire plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, rien qu'avec 500 000 visiteurs par mois, tu vois. C'est déjà Donc en fait, conséquent, ouais. ça peut quand même aller assez vite. Et 500 000 visiteurs par mois, bon, tu vois, c'est à peu près les chiffres que nous on fait quotidiennement, peut-être pas, mais enfin, si, quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux. D'abord par mois en site, bon, je sais pas, on verra de toute façon. Je vous ferai suivre l'avancée de ce truc-là. Ouais. Avec plaisir. Et en France, tu l'as mentionné, Hugo Décrypte, qui est sûrement numéro 1 sur le sujet de l'actu. Il est très bon, Hugo. Est-ce que tu le vois comme un concurrent? C'est ma première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des trucs dont tu t'inspires et d'autres où tu te dis, bah non, nous, on va faire différemment? Je le vois comme un concurrent, oui et non. Je le vois comme un concurrent inévitablement parce que quand on dit médias des jeunes avec de la neutralité, il n'y a pas 150 profils qui ressortent, quoi. Donc forcément un petit peu là-dessus. En revanche, non, moi je serais ravi de travailler sur des projets avec lui, que ce soit des projets médias ou autres. Moi pour le coup, j'ai un énorme respect pour le travail qu'il a fait et je connais quelques personnes de son équipe, ils sont super bons pour le coup. Et ils nous ont aidés en fait d'un certain point de vue parce que en ayant complètement débroussaillé le paysage, évidemment que ça a été plus facile / plus rapide pour nous d'émerger grâce à ça. Et est-ce qu'on fait pareil que lui? Non, moi il y a un truc sur lequel je suis pas forcément fan, mais ça c'est pour le coup c'est même la racine de ce que lui fait, c'est moi je ne voudrais pas que le crayon média fasse de l'actu quotidienne et tout. Moi j'aime vraiment l'approche du crayon sur le côté débat de fond. Sur le côté, on peut vous sortir un nouvel article d'actu chaude sur le féminisme, c'est très bien, mais viens déjà on débat du sujet en lui-même, tu vois. Parce qu'en fait, avant de faire la dernière actu chaude, je sais pas trop quoi, viens on reprend le débat de fond qui sera encore vrai dans 5 ans et était déjà vrai il y a 5 ans. Et moi, nous, c'est vraiment ça notre approche sur le crayon, donc ça, pour le coup, nous, on se différencie totalement. En revanche, sur le fait de hausser la prod comme il l'a fait pendant les présidentielles, ça, je suis totalement d'accord. Nous, de plus en plus, on est en train de le faire. On va pas tarder à se lancer sur Twitch et tout. Sur le fait de prendre des risques comme il l'a fait avec Mashup, même si je crois pas que ce soit... Enfin, ça n'a pas été un succès comme il l'aurait espéré, donc nous, c'est aussi des leçons pour nous. Donc voilà, et donc du coup, on prend aussi beaucoup, on regarde pas mal ce qu'ils font dans son équipe. Et moi, j'aime beaucoup son approche très influenceur, en fait. Tu vois, moi, je le vois presque plus comme un influenceur que comme un média. C'est plutôt sur Insta que je le vois comme un média, mais sur YouTube, j'ai presque l'impression que c'est un influenceur d'actu, tu vois. Un peu dans ce que fait Gaspard G, tu vois. Même si Gaspard, il est parti un peu là sur le truc, les histoires d'eux et tout. Mais d'ailleurs, moi, je le trouve beaucoup plus pertinent en tant qu'influenceur qu'en tant que média, tu vois. Parce que la parole de Hugo Décrypte, moi, en tout cas, ma perception des choses, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas la parole de HD News, c'est la parole d'Hugo. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, tu vois, mais bon, tu vois, moi, j'ai pas l'impression que c'est la parole d'un média, j'ai l'impression que c'est la parole d'une personne. Et ça me va très bien, d'ailleurs. Ouais, bah déjà, c'est dans le nom. Tu vois, mais j'ai l'impression qu'il essaie de s'en détacher de plus en plus. Tu vois, il y a d'autres personnes de son équipe qui interviennent. Et petit à petit, peut-être qu'il va plus tendre vers un média et que ta perception, elle sera amenée à changer. Je suis d'accord, mais pourquoi il tendra vers un média? Est-ce que c'est pour continuer ce qu'il fait et pour lui aller derrière, je sais pas, faire des reportages en Ukraine, au Brésil, tout ce que tu veux, parce que c'est ce qu'il avait l'air de dire au Frames Festival. Donc ça, il garderait cette casquette, on va dire, influenceur, reporter, journaliste. Soit, en fait, il va aller chercher plutôt une tangente, on va dire, prod et tout. Et là, dans ce cas-là, il se met un peu plutôt dans un mood Hanouna, tu vois.
Et moi, pour le coup, de ce que moi j'apprécie chez lui, je préfère carrément la première option, tu vois. Parce que j'ai vu son reportage qu'il avait fait sur Trump à l'époque et tout, j'ai trouvé ça excellent et tout. Quand il avait fait le truc avec les druides, avec les francs-maçons, moi je suis très très friand de ce contenu-là et je comprends bien qu'il n'ait pas le temps de le faire à cause des news quotidiennes. Mais limite remplacer les news quotidiennes et aller faire ce genre de truc, ça, moi pour le coup, je serais très client, tu vois. Ouais, je pense que ça, il est peut-être, comme tu dis, enfermé par une question de temps aussi. Il peut pas tout faire, même s'il a beaucoup d'équipes. Je pense toutes ces vidéos de news quotidiennes, c'est pas lui qui les écrit, etc. Il y a souvent des gens qui les gars, tous les jours, vous détournez. Putain, moi, je serais devenu fou furieux, tu sais. Moi, déjà, je dois poster un reel TikTok sur tout ce que tu veux tous les jours, alors que je l'ai déjà tourné et monté au préalable et tout. Rien que ça, déjà, j'ai pas le temps, ça me prend la tête, ça vient entre la poire et le fromage, tu vois. Genre, c'est vraiment Non, en vrai, ça, pour le coup, en termes de détermination, il est admirable, tu sais, vraiment. Ouais. Tu as mentionné certains des sujets sur lesquels vous avez débattu. Donc, essentiellement, c'est des débats qui sont quand même très clivants, de ce que j'ai vu. J'ai l'impression que le clivant, c'est un peu votre marque de fabrique. Nous, on essaye surtout de faire sauter les bulles, en fait. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde imagine Internet comme, en fait, la réalité, alors que c'est sa réalité. Et nous, on est peut-être les premiers à faire péter un petit peu, une par une, toutes les bulles qu'il y a d'intérêt, de contenu, de communauté sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça extrêmement dingue que ce qu'on fasse soit aussi clivant, en fait. Je suis même étonné de quel point les gens sont clivés entre eux dans le débat, alors que pour la majorité des invités, je m'entends très bien avec les deux, en fait, indépendamment de leurs opinions. Et eux, pour le coup, sont vraiment dans une posture ils sentent la société telle qu'ils l'imaginent et telle qu'ils la rêvent, ils la sentent attaquée par la personne en face. Et donc, du coup, nous, on estime que c'est nécessaire parce que la réalité très concrète, c'est que soit on décide que ces gens-là ne se parlent plus et ne se parleront plus ad vitam aeternam et que ça se bat dans les bulletins de vote et ça termine comme les Gilets jaunes, Sainte-Soline, les révoltes de 2005 en banlieue et tout. Parce qu'en fait, c'est clairement ce qui se passe quand en fait les gens se parlent plus. Soit on décide de se dire ça va piquer un peu, ça va être un peu dur au début, mais au moins vous allez comprendre pourquoi les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Parce qu'on n'est même plus au stade là où les gens sont pas d'accord, on est au stade où ils ne comprennent pas même la racine de leur désaccord. Et ça, moi, ça me fait, d'un point de vue même société, ça me fait un peu flipper, franchement. C'est un truc que je trouve ultra beau et presque de mission d'utilité publique, ce que vous faites, au sens où, effectivement, on est dans une phase de polarisation des débats de fou que sont accentués avec les réseaux sociaux où tu as de plus en plus, si t'es d'extrême droite, ton feed Facebook, ça va être que des trucs d'extrême droite. Si tu penses que la Terre est plate, tu vas voir que des trucs que la Terre est plate. C'est vraiment le fait d'avoir un seul média, un seul compte TikTok ou Insta ou ce que tu veux, qui va te balancer des idées différentes. Je pense que c'est un peu un vent de fraîcheur pour pas mal de monde sur leur feed. Ça me fait trop plaisir que tu dises ça, Max. En vrai, nous, on essaie de faire de notre mieux, et ça a toujours été super important pour nous. On n'est pas là pour rabâcher la gueule de tout le monde que ce qu'on fait c'est du social, que ce qu'on fait c'est du gentil, que ce qu'on fait c'est du à mission. Ça l'est, mais on le garde pour nous. Moi j'en ai marre aussi de gens qui vivent de business où en fait leur simple proposition de valeur c'est de faire un truc cool, c'est de faire un truc à mission. Nous ça l'est, c'est un par défaut, c'est comme ça qu'on voit notre entreprise. Et derrière, en fait, juste on crée une boîte, on crée des revenus, on crée de la valeur, on embauche des gens. Parce que c'est ce qu'on devrait faire, quoi. Et moi, ça me saoule un peu ce truc antinomique de je vais faire une fintech pour gagner plein de fric, même si on n'a aucune foutue idée de si le système marche vraiment, ou je vais monter une entreprise d'ESS, même si jamais la réalité, c'est que sans subvention, je vis pas. Nous, on a envie de pouvoir être entre les deux de ça, tu vois. C'est oui, on est une boîte, oui, on est là pour gagner de l'argent, oui, on est là pour notre intérêt et profit personnel, c'est la réalité. En revanche, on essaie de corréler ça à quelque chose de vertueux, tu vois. Et je pense que c'est ça un peu le modèle de demain, parce que si on veut réussir à incentiver les gens les plus déterminés de notre société à faire des trucs positifs, faut corréler leur intérêt personnel à l'intérêt de la société collective. Sinon, on s'en sortira pas. Moi, à la fin, j'ai quand même mes propres intérêts, j'ai quand même ma propre quête de créer des choses intéressantes, d'essayer d'améliorer des parts de la société, mais je le fais parce que, sincèrement, je crois que la société sera beaucoup plus belle comme ça. Je le fais aussi probablement par ego trip. Enfin, je sais pas, je me suis pas fait ma propre psychanalyse, mais je le fais aussi probablement par ego trip. Tu vois, genre, qui est le type qui se réveille et qui se dit, en fait, on va réussir à faire en sorte que les gens s'entendent mieux. T'es qui mec, tu vois, en fait. Non, mais en vrai, t'es qui mec. Donc, forcément, il doit y avoir de l'ego, il doit y avoir de la prétention derrière ça, tu vois. C'est juste que, on essaye, tu vois, et que je trouve qu'aujourd'hui, le service public, sur pas mal d'aspects, ont eu des défaillances d'un point de vue, on va dire, d'équilibre de pensée. Et je prends juste l'exemple, un truc qu'on reproche beaucoup, mais de l'extrême droite et de l'extrême gauche.
l'extrême droite et l'extrême gauche ont été coupés des médias grand public. Et par extrême gauche, j'entends pas la LFI et la Jean-Luc Mélenchon. Hein. Je te parle vraiment de Black Bloc, d'Antifa, enfin je te parle vraiment de ça. Ces gens-là, et l'extrême droite, et l'extrême droite pour le coup, même celle qui est entre guillemets soft, ils ont été coupés des médias nationaux, au point qu'on se retrouve avec vraiment 42% des électeurs qui votent Marine Le Pen au second tour. Et t'en as, si tu résumes Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au premier tour, t'es à 50% des voix. Zemmour, Marine Le Pen et Mélenchon, t'es à 50% des voix. Et en gros, on nous explique que globalement, ce 50%-là, ils sont pas trop le bienvenu sur les médias. Mais les gars, vous êtes payés par juste 100% des Français. Il y a que 50% des gens qui sont représentés, du coup. C'est chelou, en vrai, quand on approche des choses. Et après, on va faire les leçons de morale à l'Italie. Ça saoule, en vrai, tu vois, genre... Si jamais vous pensez que leurs idées sont ignobles ou que leurs idées sont impossibles à croire, allez vous battre et prouvez-le sur le terrain, quoi. En fait, tu vois, soyez des hommes, tu vois, ou des femmes d'ailleurs, mais ayez du courage, tu vois. Ayez du courage. Battez-vous pour vos opinions. C'est un mec qui s'appelle Victor Ferry. Je sais pas si vous voyez ce gars-là. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ouais. En gros, pour la faire très courte, il fait des vidéos de rhétorique sur YouTube et il le fait avec en gros un message de fond qui est: j'ai envie que chacun ait la capacité technique de pouvoir défendre ses combats auprès du grand public. Donc c'est 20 sur 20 sur l'approche, moi j'adore. Et là où c'est intéressant, c'est encore une fois, est-ce qu'il le fait pour le bien de la société ou est-ce qu'il le fait pour son profit personnel ? Un peu les deux, tu vois. Mais derrière, et c'est là que je trouve ça génial, lui il est là en mode je m'en fous de ce que tu penses. Tu peux être d'extrême gauche, d'extrême droite, tout, je m'en fous. En revanche, je veux que tu sois compétent pour défendre tes idées. Ça, j'adore comme approche des choses. Et donc du coup, pour revenir sur le truc, je sais pas, moi ça me fait trop plaisir que tu le dises, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me vendre comme ça, j'ai pas envie qu'on ait cette prétention-là, parce que j'ai pas envie que un jour on vienne me voir en me disant « Ouais, vous avez dit ça et tout, je suis déçu. » Non, on a fait de notre mieux, on a fait ce qu'on a pu, tu vois, c'est super dur, tu vois. Enfin bref, vous le voyez bien sur la création de contenu, il y a des jours, tu fais une vidéo à 5 millions, t'es le roi du monde, le lendemain, elle fait 5000 vues, t'es une merde, enfin, c'est dur pour tout le monde, tu vois, donc arrêtons de donner des leçons, tu vois. Il y a tu vois, par rapport au fait d'avoir censuré, c'est peut-être pas le bon mot, mais de ne pas laisser s'exprimer dans les médias certains pans de la politique, tu as l'argument inverse qui pourrait te dire, ben non, tu as des idées qui sont trop extrêmes et il faut, entre guillemets, pas trop en parler pour pas trop qu'elles se répandent. Quelle est ta vision là-dessus et qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Lesquelles ? Quelles idées sont trop extrêmes ? Je pose la question, vraiment, prenons même juste votre exemple. Vous, c'est quoi, par exemple, une idée qui serait trop extrême selon vous ? Et je suis tout à fait OK, hein, moi, c'est vraiment juste... C'est une bonne question. J'ai pas de trucs qui me viennent en tête, mais tu vois, on en parlait avant d'appuyer sur Rec. Andrew Tate, qui s'est fait bannir sur tous les réseaux. Très bon exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que toi, tu trouves ça normal ? Est-ce que tu trouves ça inquiétant ? Certains diront qu'il avait des propos qui sont dangereux et qu'il faudrait pas que... j'ai pas envie que mes enfants entendent ça. Est-ce que justement, tu penses qu'au contraire, il faut l'entendre pour le dénoncer ou il vaut mieux le cacher ? Moi, j'aimerais qu'il y ait des gens qui disent « Amenez-le-moi, je vais le dégommer en débat ». Moi, c'est ça que j'aimerais. C'est ça que je défends, en fait. Avec le crayon, c'est ça que nous, on a à cœur. C'est le Andrew Tate. Vous dites qu'il est nocif pour la société. Amenez-le-moi. Moi, pas forcément moi, mais quelqu'un dirait « Amenez-le-moi ». Et je vais le fumer en débat, je vais lui prouver que tout ce qu'il dit c'est de la merde, c'est nocif, et ça n'a aucun intérêt pour les jeunes qui l'écoutent. Si possible, la personne qui fait ça, si ça peut être quelqu'un qui, en termes de statut social, pèse plus que lui, genre un Elon Musk ou un Bill Gates, ça fait plaisir, ça le calme en mode mec, donne pas de leçons. Et après derrière, une fois que le mec est un peu discrédité, il peut moins faire le malin, et donc du coup en fait il se nuance un peu, il devient plus gentil. Je sais pas si vous avez vu, il y a une interview de lui, je sais plus sur quel plateau, mais c'est face à un ricain, un mec qui doit avoir 60 ans. Piers Morgan, ouais, j'ai vu. Exactement. Il est quand même beaucoup plus gentil que dans ses propres vidéos. Ouais. Parce que moi, c'est ça ma thèse. Personne n'a vraiment envie d'être une ordure hors système. Personne n'a envie de ça. Et ceux d'ailleurs qui en ont envie, ils en ont envie au point qu'ils refuseront tes invitations. Si tu tentes une stratégie à la Frisk Corleone, par exemple, d'être vraiment un méchant premier degré, tu dis non aux interviews de médias. Parce que sinon, t'as pas l'air d'un méchant. Un méchant, il dit pas oui. Et donc, du coup, tous ceux qui disent oui, en fait, sont pas des vrais méchants. Ce sont des gens qui veulent être dans le système. Après, il y a de la provoque, il y a des trucs qui sont too much. Bien sûr qu'il faut. Par contre, en revanche, tu peux tout à fait agir sur les paroles. Un mec qui dit un truc qui est dangereux, et tu le condamnes sur sa parole. Tu condamnes pas le mec, en fait. C'est ça le truc. La loi française le dit en plus. La loi française dit qu'elle condamne et qu'elle légifère sur les actions, pas sur les gens, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il y a des non-lieux parce que tu condamnes pas une personne, parce que tu condamnes un fait, en fait. Tu condamnes une action très concrète, tu vois. D'où le principe un peu de... comment ça s'appelle ?
le principe de quand tu peux plus être accusé d'un crime. Oui, quand ça fait trop longtemps. Ouais. Prescription. Prescription, ouais, exactement. Enfin, quand il y a prescription, ça veut pas dire que t'as pas été, je sais pas, un pédophile où il y a prescription, ça veut pas dire que t'as pas été un pédophile. En revanche, il y a prescription sur ton action de pédophilie. Ouais. Et ça, j'aimerais qu'on se comporte de la même manière avec les médias. C'est en fait, il y a des trucs que t'as pas le droit de dire, ça je suis ok. En revanche, il y a pas de gens que t'as pas le droit de recevoir. Et pour moi, la différence est quand même réelle. Parce que si tu veux recevoir Éric Zemmour pour, je sais pas, parler d'histoire, mais en fait, on te rabâche que c'est un mec d'extrême droite, oui, mais là, du coup, il parle d'histoire, il parle pas d'extrême droite. En revanche, si jamais, je dis n'importe quoi, il le fait pas d'ailleurs, mais il nie la Shoah, là, c'est clairement légiférable et condamnable par la loi. Et là, la loi doit intervenir. Et là, c'est très cool. Enfin, très cool. C'est très bien que ça le fasse, tu vois. Mais pas le gars. Enfin, c'est ma vision du truc, pour le coup, tu vois. Mais d'un côté, j'ai l'impression que si tu prends quelqu'un, par exemple, qui pense que la Terre est plate, que tu le mets face à un scientifique qui pense absolument l'inverse, il y a débat. J'ai l'impression que les personnes de chacun des deux partis vont pas forcément avoir de l'empathie pour l'autre et essayer d'accepter son raisonnement. Même si le raisonnement de l'un est super bien construit, ils vont se dire ouais mais non, mais lui il racontait ça, en fait j'y crois pas trop, enfin il a été payé par le système, etc. Est-ce que t'as vu des situations où toi t'as réussi à désamorcer certains modes de pensée de certaines personnes ou... On a eu ce cas-là. Pour le coup, nous on l'a eu une fois. C'était un mec qui s'appelle Benoît Ritaud sur le débat, un débat sur l'écologie, face à Camille Etienne. Camille Etienne a tiré une tronche, putain, pendant le débat. Je la blâme pas, hein. Putain, on l'a vraiment pas fait un cadeau ce jour-là. Et en fait, il y a un mec qui t'explique en gros que il y a un changement climatique, mais c'est gentillounet, qu'on n'est pas certain que c'est l'homme qui est responsable de ça, et qu'on n'est pas non plus certain d'à quel point c'est vraiment grave, tu vois. Donc littéralement, tout ce avec quoi, à titre perso, je suis en fondamental désaccord. Et là, pour le coup, nous, on se pose vraiment une question de conscience, et ça, pour le coup, on n'y a pas encore répondu, pour être très franc. Où là... est-ce que on peut recevoir un mec comme Benoît Ritaud? Ça, oui, ça, comme je vous ai dit, on continuera de le faire. En revanche, est-ce qu'on peut recevoir un Benoît Ritaud à 50-50, entre guillemets, en temps de parole et même en termes de manière dont tu le mets dans le plan et tout, face à quelqu'un qui défend l'écologie alors que la science dit plutôt 99,9 versus 0,01? Non, ça, pour le coup, ça, on peut pas. Et ça, on le fera plus. En revanche, recevoir Benoît Ritaud face à... Mais toi, tu fais 3 pro-écologie contre 3 moins, et dans les 3, t'en as un comme Benoît Ritaud et 2 autres qui croient qu'il y a un changement climatique et que c'est l'homme, mais qui sont peut-être, je sais pas, technosolutionnistes ou qui sont anti-alarmistes. Pourquoi pas, tu vois? Parce que lui, ça sera le seul à être vraiment, on va dire, à se mettre en défaut de toute cette base scientifique. En revanche, à 1v1, aujourd'hui, ça serait infaisable, on le ferait plus. Ça, pour le coup, ça a été une erreur, je sais pas, mais en tout cas, un truc qu'on veut plus répéter, tu vois. Il y a une expérience marquante de ta vie aussi sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est l'expérience Élise ou Élysée d'ailleurs, je sais même pas comment Élise, on dit. Non, Élise en interne. Ok. Et tu peux nous raconter, alors déjà peut-être pour ceux qui n'ont pas le contexte, qu'est-ce que c'est Élise et comment le fait d'avoir mis un pied un peu dans le monde politique, ça t'a aussi peut-être donné envie d'aller chercher plus loin avec le crayon? Ouais, Élise, ça a été une sacrée expérience. En gros, Élise, c'est une application pour voter pour ou contre les programmes, avec des mesures anonymisées, ce qui nous donne derrière un score de compatibilité avec les candidats basé sur les programmes. Ça a fait un carton, on a fait 3,6 millions de téléchargements en l'espace de 4 mois. C'était assez dingue. Et surtout, ça a été d'une viralité incontrôlable. Après, on avait une équipe de choc. Hein. Il y avait Grégoire Cascara, qui est celui qui a lancé le projet, qui a été... le fondateur de 2 associations et 2 ONG, Les Engagés et À Voter. Il a écrit 2 bouquins. Enfin, c'est un mec très très compétent sur le sujet. Gaspard G, donc le youtubeur, François Marie, qui était le développeur, et donc moi. Et on avait des bénévoles, notamment des engagés, qui nous ont aidés sur le projet. Dont notamment Marie et Louison. Je leur lâche un petit SO parce que ils nous ont vraiment, ils ont été ultra cruciaux dans ce projet-là. Et en fait, tout ce projet, ça a été de se dire... Aujourd'hui, les jeunes ne vont pas lire les programmes, on le sait. D'ailleurs, les vieux ne le lisent pas trop non plus. Et donc, du coup, comment on fait en sorte que les jeunes arrivent à les lire? En fait, on pond un putain d'outil tech à la Tinder, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont nous, on a envie. À l'instinct, c'est ça que nous, on aurait eu envie d'avoir. Et donc, du coup, on a relâché ça. On a commencé à bosser sur le projet en début d'année, non, on va dire août-septembre de l'année. Le projet était prêt, on va dire début décembre, mi-décembre. Et on l'a balancé, et en fait ça a été complètement viral. Et j'ai vraiment retenu 3 trucs qui m'ont vraiment beaucoup marqué avec Élise. Le premier, c'est que un usage, c'est plus puissant que tout. Absolument plus puissant que tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être le mec qui a le plus d'argent, le plus de pouvoir ou le plus d'intelligence. Si jamais tu as l'usage contre toi, tu te feras battre. L'usage est plus puissant que tout. Et l'usage, là, c'était réussir à consommer les programmes en l'espace de 15-20 minutes avec un truc un peu marrant que tu peux partager, comparer, tout ce que tu veux.
Deuxième truc, les politiciens et la politique courent après l'instantané et n'ont aucune vision long terme. Et je le dis vraiment cash, je m'en fous complètement, aucun. Vraiment ou très peu. Et pourquoi ? Parce que Élise, tout le monde nous a couru après pendant Élise, on était la coqueluche, on était la personne qu'il fallait draguer, tu vois. Et ce qui m'a marqué, personne n'est venu nous voir pour aller pondre un Élise sur quelconque autre projet et pan de la société française depuis. On a juste quand même prouvé que ça marchait. Mais en fait, là, maintenant, on n'a pas toute l'audience, tous les médias, tous les utilisateurs qui parlent de nous. Donc là, on n'est pas intéressant. Donc en fait, on pense pas en termes de projet à construire. On pense en termes de où est-ce que sont les audiences et les voix. Franchement, c'est quand même un peu flippant. Et moi, ça m'a renforcé la défiance que j'ai envers les politiques et le système dans lequel ils se retrouvent un peu, parfois malgré eux quand même, il faut le dire. Et la dernière chose, c'est quand tu montes un projet, tu dois prendre des décisions à 200 à l'heure. Et ça, tout le monde le sait. En revanche, les décisions que tu vas prendre à 200 à l'heure, tu te rends pas compte que quand tu les prends dans un momentum, elles vont avoir un impact réel. C'est ça qu'on a eu, par exemple, on a eu 2 décisions, c'était est-ce qu'on monétise, est-ce qu'on monétise pas, est-ce qu'on garde les données, est-ce qu'on tège les données. Monétise pas, on a décidé que non. J'étais le seul des 4 à être vraiment pour le monétiser, mais bon bref. Et finalement, on s'est rendu compte qu'avec tout le recul qu'on a, que putain, on aurait quand même peut-être pu le faire. Je dis pas qu'on a très bien fait de pas le faire, en vrai, c'est un outil très propre et on n'a aucune idée de ce qui se serait passé si on l'avait fait. Mais en tout cas, une fois que la décision était prise, tu peux plus jamais revenir en arrière à ce moment-là de la viralité. Et le deuxième truc, c'est les données. Les données, moi, je crois vraiment qu'on aurait dû les garder d'un point de vue presque scientifique, mais la pression était tellement forte qu'on y a cédé. Et je sais pas, c'est pas la fin du monde. Hein. Moi, pour le coup, j'étais complètement OK qu'on les jette. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on puisse mettre des scientifiques sur ces données-là et qu'on y trouve des réponses. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des sujets où il y avait 90% des gens qui étaient d'accord. Et ça aurait pu être des sujets où en fait tu les portes transpartisans et tout le monde est d'accord, on avance. Intéressant. Je prends juste un exemple tout con, parce que là pour le coup ça vient du crayon, ça vient pas de Élise, mais il y a, on a fait un débat entre une actrice porno et un prêtre qui ont tous les deux été d'accord sur un point, c'est que la pornographie est facile d'accès aux mineurs de manière déraisonnable et démesurée. Bah, du coup, on est tous d'accord. Donc pourquoi on n'agit pas dessus ? Et c'est con, mais ça fait partie de plein de trucs. T'as des gens qui sont en train de débattre de pour ou contre la pornographie, au lieu de se dire déjà à la base sur quoi on est d'accord, quelle est notre base d'accord. Notre base d'accord, elle est là, donc on commence à travailler là-dessus, et en travaillant là-dessus, on va évoluer dans nos pensées pour finaliser peut-être des consensus qui nous font avancer. Mais je trouve ça ouf que sur plein de mesures, je pense qu'il y a vraiment 80% des Français qui sont d'accord, et pourtant, pour des raisons politiques, politiciennes, ou d'actualité ou autres, on va pas s'en occuper, quoi. Ouais, le désaccord prend vraiment l'avantage sur le reste, quoi. Et comment est-ce que tu expliques la viralité ? Vous avez consciemment mis en place des mécanismes pour la rendre virale ? Oui, mais on se rendait pas compte à quel point ils allaient être puissants, de une, et de deux, on n'était pas certain de leur degré de viralité. Il y en a 3 qu'on a mis en place. Le premier, il est très simple, c'est Les Engagés, Le Crayon et Gaspard G. C'était l'audience fit pour Élise. Donc de toute façon, les gens allaient le télécharger et allaient kiffer, et allaient en parler à leurs potes, ils allaient trouver ça marrant. Le deuxième truc, c'est que par définition, tu ne vas pas trouver les candidats. Ça, c'est même à la racine de l'âme. Tu n'auras probablement pas ton candidat de choix. Enfin, tu as beaucoup de choses de ne pas avoir ton candidat de choix. Parce qu'en fait, faut faire beaucoup de mesures, parce que, en fait, sur des mesures et tout. Donc, ton candidat auquel toi tu pensais en premier, peut-être qu'il sera deuxième ou il sera troisième. Mais du coup, comme il n'est pas premier, ça te fera réagir. Ouais. Et comme ça te fait réagir, tu vas en parler. Et le dernier, c'est justement ça, c'est le putain de podium. Le podium, c'est responsable, selon moi, de 50% des téléchargements. Parce que screenshot et je te l'envoie. Parce que screenshot et je te l'envoie. Parce que screenshot et je te l'envoie. Parce que screenshot et je publie sur Twitter. Parce que screenshot et je le mets en story Instagram. Parce que screenshot et je demande ce que toi c'est. Et là, pour le coup, et je pense que vraiment, il y a au moins 50% qui viennent de ça. Et on a d'ailleurs mis un bon gros Élise entre le podium et les classements de 1 à 12, justement pour que les gens, vraiment, ils retiennent bien en mode genre, c'est ça l'application, les gars. Hey, téléchargez ici, tu vois. Puis après, on a activé des trucs un peu classiques, tu vois. Moi, j'ai demandé à des potes de le faire relayer à leurs influenceurs. Il y a eu des gars comme Bastos, par exemple, qui ont relayé et tout. On a demandé aussi à certains de nos invités politiques, dont des Dupont-Aignan, des Jadot, de les relayer. Donc, on a eu quand même un vrai gros soutien. Et en vrai, ça fait plaisir parce que on se donne du mal aussi. Et je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Max, mais ouais, on fait quand même des trucs à mission, je sais pas, on essaie de faire des trucs utiles. On est aussi content quand les gens nous disent merci, bravo, et on vous relaye et on vous aide, quoi. Ça fait quand même plaisir pour le coup, tu vois. Beaucoup plus que, je sais pas, quelconque félicitations, vous êtes le rayonnement de...
C'est c'est quoi la phrase de La Fontaine? C'est les flatteries ne dépendent que de ceux qui l'écoutent, c'est ça? Je sais plus la phrase exacte. Ouais, un truc du genre. Ouais. En gros, ça ne dépend que de toi de les écouter, tu vois. Ouais. Mais en gros, pour revenir sur le truc, là, pour le coup, ça fait quand même plaisir d'avoir de la force. Enfin, vraiment avoir de la force, ça, pour le coup, on crachera jamais dessus, tu vois. C'est parfois vraiment dur. On s'est quand même fait attaquer de tous les côtés, attaqué par la LFI, attaqué par Reconquête. On a été ballotté de tous les côtés, articles de Mediapart, articles enfin, tout ce que tu veux. Après, il n'y a pas de mauvaise presse. Tout était. Moi, bon je suis d'accord avec ça. Mais Ouais. sur le moment, t'as du mal à l'intégrer, pour le coup. Ouais, Parce que sur le j'imagine. moment, t'es quand même en train de te faire ad nominem taillader. Ouais. Surtout Greg, parce que c'était Greg le plus exposé de nous quatre. Greg, c'était pas facile, tu vois, toujours. Donc moi, je lui disais, ah, gros, comme tu dis, il n'y a pas de mauvaise pub. Et lui, il était en mode, ouais, Quand t'as ouais, pris 10 articles en pas une trop, journée. tu sais. Genre, moi, j'ai ma famille qui m'est en train de m'appeler en me disant, est-ce que ça va et tout. Donc, Et Ah, du c'est coup, marrant. c'est peut-être un peu tôt, mais pour les prochaines élections, ça trotte un peu dans un coin de votre tête ou... il y aura un Élise. Après, est-ce que ça sera nous? Est-ce que ça sera la même équipe? Je sais pas. Mais je pense qu'on a tellement transformé l'usage que de toute façon, il y aura quelqu'un qui le fera. Mhm. Tant mieux si c'est nous, tant mieux si on a le temps, ou si on est un peu en mode genre Avengers Assemble pour le retour, tu vois. Mais je suis pas. Voilà, pour l'instant, je tire aucun plan sur la comète parce que j'ai pas envie d'engager Ouais. qui que ce soit dans ma parole. Moi, je serais chaud de le faire, mais évidemment, à la condition que je sais pas d'autres prios à gérer sur le moment, tu vois. Et puis ça se trouve, en fait, il y aura l'un des trois autres, parce que moi ça sera jamais le cas, mais qui sera candidat lui-même pour des législatives ou pour un parti, donc ça sera compliqué de faire partie des listes, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc on se méfie aussi de ça, tu vois. Tu parlais de recevoir de la force et que ça te permettait d'avancer. T'es un mec qui a une énergie de dingue, je te le dis. Quand t'es arrivé dans la salle, ça s'est sorti de fou. On a fait passer pas mal de mecs ici dans le podcast. D'où tu tiens cette énergie? Qu'est-ce qui te sort de ton lit le matin et qu'est-ce qui te rend si péchu? Bah, je mets un petit disclaimer parce que je suis aussi hyperactif, donc j'imagine que ça aide au niveau de l'énergie. Mais c'est moi en vrai ça paraît très bullshit, mais c'est l'amour en fait. Genre on a tellement d'amour autour de nous au crayon ou même dans les bandes de potes un peu qui gravitent autour. Je sais pas, je trouve qu'il y a une énergie dans toutes ces bandes là, mais du coup, vous avez très bien vu aussi d'ailleurs un peu dans les soirées de Slick à la For Unite, nos soirées à la Founders Night, les soirées du bal des pirates, les soirées du crayon et tout. Il y a un tel amour, tu vois. En fait, il y a une telle volonté commune de réussir, tu vois, de faire des trucs. C'est ultra motivant, c'est ultra inspirant. Moi, j'en reviens à ce truc collectif. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui me donne énormément d'énergie, en fait. C'est parce que je suis avec beaucoup de monde. Je pense que mais j'étais tout seul, je serais dépressif, je sortirais pas de mon lit, là, pour le coup, tu vois. Mais le fait de me lever, de me dire que, aujourd'hui, je vais aller, aujourd'hui, j'étais chez Madines, je vais aller chez Madines, on sera avec des gens, on va faire des interviews, ça va être trop cool. Après, je vais aller voir Armand et Max, on va faire un podcast, ça va être trop cool. Là, on a un verre d'équipe après. Enfin, tu vois, c'est génial comme quotidien, tu vois. Et je pense que beaucoup de gens font pas du tout attention à leur quotidien et à quel point ils kiffent leur quotidien sans comprendre que c'est la verticale qui sera directement liée à la motivation, à l'énergie et à la discipline qu'ils mettront dans leur projet. Et donc, du coup, ils se construisent des vies avec des espèces d'emplois du temps insuivables. Ils tiennent 2 semaines, ils sont épuisés, ils burn out, les mecs. Au lieu de se dire comment je construis une vie incroyablement kiffante, avec évidemment des sacrifices de travail dedans, qui va me permettre de délivrer mes objectifs, d'apporter de la valeur et de créer la vie que je veux avoir, mais qui me permet de me dire quand même tous les soirs, quand je me couche et tous les matins quand je me réveille, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et c'est super dur, tout le monde n'a pas ce luxe-là et tout. Mais quand tu l'as, c'est le truc sur lequel tu dois être le plus attaché parce que entre gagner 1000, 2000 ou 3000 euros de plus par mois quand tu as déjà de quoi vivre décemment, à quel point tu es prêt à renoncer à justement, en fait, on va dire, cette vie qui te garde ton endurance, qui fait que tu es capable de tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ouais, moi, je peux te faire 10 ans avec la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et j'ai pas l'impression d'être à 100% de mes capacités de travail et tout, tu vois. En vrai, je dois faire peut-être du 9h, 20h. Je bosse peut-être 6 jours par semaine ou on va dire 5 jours et demi. Ça va, en vrai, ça va. Moi, j'ai des potes qui sont en M&A ou en banque d'affaires. C'est pas drôle du tout. Nous, on a une vie de ouf, en vrai, comparé à eux. Bon, on n'a pas encore leur salaire, mais on a une vie de ouf, tu vois. Non, j'allais dire surtout si tu kiffes ce sur quoi tu bosses, parce que les mecs en M&A, c'est peut-être pas toujours le cas. Clairement pas le cas. Moi, je me serais tiré une balle, je pense. Mais vraiment, et je le dis sur le côté énergie, c'est un truc qui est pour moi vraiment super important. C'est les gens sont très avec le côté, ils sont très dans le côté noir de la vie, tu vois.
je pense que c'est un truc qui est très ou français ou de notre génération, où en fait on voit un peu toujours le truc qui va pas ou le truc qu'on devrait améliorer, au lieu déjà à la base de s'extasier pour des trucs qui, il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans, nous auraient paru impossibles. Et parfois, moi, je me fais des mindfuck tout seul, où genre, en fait, j'ai complètement Alexis Corbière dans mon salon en train de débattre de la Coupe du Monde au Qatar. Et je suis en mode genre, mais qu'est-ce que je fous, putain de merde, tu vois. Tu sais, je me prends un step back je suis plus un mec qui a fondé un média, ce que tu veux, je suis juste un moi, un peu un jeune entrepreneur qui sait faire des trucs. Et je me dis, en fait, tu vas être avec un des députés les plus connus de la LFI, un des cadres de la LFI pour aller débattre de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que tu fous, mec, tu sais. Quel est le projet à la base, tu vois. Et je trouve ça génial, en fait, c'est trop drôle. Et je pense que les gens ne se font pas assez de blagues à leurs anciens eux-mêmes, en fait. Et je pense que les gens seraient beaucoup plus heureux et se marreraient beaucoup plus dans leur vie s'ils faisaient ça, tu vois. Grave. Tu sais, le truc un peu pour la checklist, tu vois, en mode genre, ça fait plaisir, tu vois. Un exercice qui est intéressant, c'est de te dire aujourd'hui, t'imaginer un peu ta vie idéale dans quelques années, et tu vois, dans quelques années, prendre le recul et te dire, ok, ma vie d'aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est? Et souvent, tu réalises que, tu vois, par exemple, je te donne notre exemple. Moi, là, aujourd'hui, je suis super heureux, mais parfois, j'oublie de prendre du recul et de me dire, tu sais, t'as la tête dans le guidon et tout, mais au final, juste tu prends 2 minutes pour prendre du recul, tu réalises que t'es en train de vivre une vie qui te fait kiffer. Peut-être après, il y a peut-être pas le salaire, ou tu vois, il manque peut-être certains trucs, mais juste, c'est super vertueux, quoi, de prendre ce moment et de dire, mec, j'ai un mec de ouf dans mon salon, c'est un truc de malade, quoi. Complètement. Vous, ça a été quoi votre truc un peu, je sais pas, ces 2-3 derniers mois où vous vous êtes dit, ça fait plaisir? Le jour où on a eu Valran sur le podcast. Non, en vrai, je sais pas, il y en a pas mal. Moi, c'est souvent quand on fait parfois quelques petits déplacements, tu vois. On était à Bordeaux la semaine dernière, par exemple, pour faire 2 épisodes de podcast. Et tu sais, c'est un peu ça. Parfois, on se retrouve dans l'Airbnb avec Armand et on se dit, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici, en fait? Genre, à quel moment dans notre vie, les choix, les décisions, ils ont fait qu'on se retrouve là et demain, on voit, c'était Luc Alacho qu'on avait un épisode le lendemain. Putain, c'est un mec que je suivais sur YouTube il y a 5 ans. Enfin, des choix de vie où tu dis, ouais, effectivement, un peu comme ce que tu disais, c'est ouf d'être d'en arriver là, quoi. Sans que ce soit exceptionnel et dingue non plus, tu vois, mais tu dis, en fait, ouais, il y a 2 ans, je me serais pas du tout dit, j'en serais là dans ma vie, quoi. Et je kiffe. Ça fait plaisir. Ouais. Toi? Moi, ça m'arrive souvent dans l'exercice de podcast, tu vois, dès qu'on se met à enregistrer avec un créateur, juste de me step back, surtout quand je vois le setup installé, et je me dis, c'est ouf quand même, tu vois. Il est charmé le setup, hein, en vrai. Moi, je le trouve charmé. Hein. Moi, à chaque fois, je vois le découpage un peu en 3 que vous faites et tout, c'est très stylé. Hein. Ouais, venant de ta part, ça fait plaisir. Non, vraiment, moi, je kiffe beaucoup. J'ai beaucoup montré ça à mon équipe, d'ailleurs. Ok. Ouais. Ah, trop cool. Ouais, en Parce disant que je trouve ça très fonctionnel et tout. Genre, je sais pas, je trouve ça très novateur, en fait, tu vois. Genre, même des TPMP, ils font pas ça. Ils shortent leur truc, ils s'emmerdent pas plus que ça. Et je pense qu'ils vont pas tarder à le faire, eux aussi. À mon avis, on va voir. Ils peuvent mettre faire un appel à le copyright. service. Ouais, en vrai, Le TM, c'est Armand et Max TM. En vrai, sur le sujet du format, moi j'aurais une question pour toi. Comment tu rends, parce que c'est un vrai challenge qu'on a, donc c'est une vraie question intéressée pour le coup. Les formats, donc les podcasts qu'on fait, c'est des formats assez longs. On va se poser 1h30, 1h30, et on essaye d'en faire des extraits pour les plateformes TikTok, Insta, tout ça. Comment tu rends un format qui est de base assez long et donc pas forcément très punchy, sexy pour un format court qui, lui, à l'inverse, doit répondre à un cahier des charges d'être tout de suite attirant et sexy et t'as envie de regarder les trucs. Parce que nous, pour être honnête, sur les différents extraits de podcasts qu'on partage, t'en as quelques-uns qui vont bien prendre, mais la plupart pas trop. Parce que justement, c'est pas vraiment du format qui est fait pour le réseau en question. Ah, ok, d'accord. Donc la question, c'est sur les formats courts que tu vas balancer. En gros, parce que vous faites des débats qui sont aussi assez longs. Et ensuite, tu en tires quelques vidéos pour les mettre sur les réseaux Insta, TikTok. Alors, comment vous faites? Il y a 3 choses. Pour moi, mon premier conseil, déjà, c'est vous, sur votre podcast, inspirez-vous de Benoît Dubos de Skelesia en termes de distribution. Okay. C'est le meilleur que j'ai vu pour distribuer son podcast. Il a fait un podcast qui casse tout, qui fait des scores de cinglés. Il fait des posts LinkedIn à 1000 likes quand il les annonce. Enfin, c'est ce truc c'est 1000 likes, c'est globalement 150 000 vues sur LinkedIn. Hein. Il est vraiment, c'est insensé le niveau de distribution qu'il a atteint sur son podcast. Et donc ça, pour le coup, inspirez-vous de lui. Donc le post LinkedIn, le fait de la version du podcast de 2 heures, tu l'as fait en 30 minutes et en 5 minutes, même en version podcast. Enfin, avoir tout un système de distribution là-dessus. Vraiment, inspirez-vous de ce gars. Vous regardez tout, vous trouverez assez facilement. Même d'ailleurs, parlez-lui, il vous parlera très facilement. C'est un bon gars, c'est un mec que j'aime beaucoup. Je vous enverrai le contact s'il faut. Ça, premier truc, Benoît Dubos. Deuxième truc, c'est ce que je disais sur la description, c'est le scroll stop. Il faut que la première phrase de la personne soit légendaire, tu vois. Donc là, ça va être en mode genre, non, mais tu vois, le moment où j'ai gagné mon premier million, et là, tac, tout le monde a envie de regarder, tu vois. Parfait. tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, essayer de trouver ces phrases-là au sein du podcast pour en faire ton scroll stop, quitte
à bidouiller l'extrait pour que la suite soit pas exactement ce qu'il a dit, mais juste le scroll stop, il est trop parfait. On met ce qu'on veut après derrière, on s'en fout. Juste, faut que le scroll stop, même sur la version podcast, elle fonctionne. Et le dernier, c'est un truc que je tenterai, mais que j'ai tenté moi 2-3 fois et que j'ai pas du tout assez fait, mais que je pense que je vais beaucoup plus faire à l'avenir parce que les résultats ont été très bons. C'est je pensais A ou B, en mode genre, je pensais que les médias c'était ceci, cela, et puis en fait, j'ai fait un podcast avec Valorant et il a dit ça, et là, l'extrait. Et en fait, et après tu coupes l'extrait, et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je pensais A, et puis il m'a dit que non, et puis en fait, c'est quand même intéressant, parce que non, si tu aurais écouté le podcast, tac. Tu vois? Ok, donc tu fais un. Moi, je m'enregistre plus tard chez moi Tu te dans fais mon ton studio. propre Reels Ok. pour mettre en avant un Mini-analyse, ouais. extrait de ta propre Ton interview. react à ta propre. propre Exactement. interview, Moi, ouais. j'en ai fait un avec Oussama Hamar qui a pas trop mal marché ces derniers temps, en disant Oussama Hamar, il m'a fait changer d'avis sur tel truc. Après, c'est Oussama Hamar, donc dès que tu dis Exactement, Oussama ouais. Hamar, tout le monde est en mode. Bien sûr. C'est la... Pour le prochain, on parlera d'Oussama Hamar. On dira Oussama Hamar nous a dit ça et on mettra un extrait de ton podcast. Exactement. la buzz machine. Salut. Grave. J'ai pris quelques années en moins. Ouais, non, mais voilà. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je pense marche bien en disant je me suis toujours demandé comment tu gagnais ton premier million, comment tu gagnais tes 100 000 premiers abonnés ou ce genre de choses. Et en fait, dans mon podcast, telle personne m'a donné une piste de réponse. Là, t'es déjà accroché. L'accroche est déjà faite. Donc, tu vas écouter. Et là, si jamais la valeur est bonne au sein de cet extrait-là, t'as juste à le conclure en disant si tu veux l'écouter, lien dans la bio. Mm. Et normalement, tu peux réussir à faire peut-être 2, 3, 4, 5 fois plus de vues que sur l'extrait que tu aurais balancé brut. D'ailleurs, faites le test. Ouais, en vrai, Postez intéressant. l'extrait et le truc avec et voyez où est-ce que sont les meilleurs résultats. Complètement. Très intéressant, ouais, j'avoue, j'avais jamais pensé à faire ce genre de choses, à tester. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir Du crayon ou tout court? dans ta vie? Je passe du coq à l'âne, mais j'ai pas envie que le podcast se finisse sans une anecdote ou sans un truc qui sort un petit peu du cadre. C'est une très bonne question. Il faut que ce soit compliant. Hein. Ouais. Non, mais j'essaie de. En vrai, je vais paraître vraiment pour un enfoiré, je pense, par rapport à ça, mais je pense que c'est quand j'ai fini mes études. Voilà, j'ai terminé la licence, je suis pas du tout allé plus loin, j'ai pas envie. J'ai senti un tel bonheur, mais genre vraiment, hein, je suis très premier degré sur le truc. Je me suis rendu compte en fait que j'étais pas bien dans ma vie tous les jours. Enfin, ça allait, hein, j'étais très heureux dans ma vie et tout, mais je sentais que j'avais un truc qui m'allait pas dans ma vie depuis tout petit. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et j'avais des trucs, ça allait loin au point que j'avais parfois des migraines, parfois j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment. Je sentais qu'il y avait un truc au quotidien que j'arrivais pas à identifier qui me pesait. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte que c'était l'école. Mais genre, je suis hyper hard. Hein. Et j'ai pas un avis négatif sur les études. Moi, j'encourage les gens à faire des études. C'est génial, vous rencontrez plein de monde, les diplômes, le CV, tout ça. Hein. Mais pour le coup, je me sens tellement bien depuis que je fais plus d'études. Je ne veux plus jamais y foutre les pieds de ma vie. Ça a été vraiment un truc que j'ai détesté. Mais genre, mais vraiment, mais profondément détesté. Je sais pas, le fait de rester 8 heures par jour assis, le fait d'avoir des profs qui ont toute autorité, alors que dans mon point de vue, parfois j'ai l'impression qu'ils comprenaient absolument rien au monde extérieur. Avoir un système où en fait, si elle met à 12, c'est pas ouf, si elle met à 16, c'est génial, alors qu'entre les deux, parfois il y a juste un exo que t'as pas compris. Enfin, plein de petits trucs où je ne comprenais pas. Et je vais prendre ce qui est selon moi le somme de l'absurde. J'ai raconté ça à ma mère l'autre jour, ça l'a un peu vénère, mais ça l'a fait marrer aussi. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte qu'il y a probablement un moment où tu m'as vraiment, vraiment gueulé dessus et vraiment, vraiment engueulé parce que j'ai eu un 5 en maths. Mettons, en 5e. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre aujourd'hui, putain de merde. On a quand même vraiment potentiellement passé genre 2-3 jours un peu vénère l'un contre l'autre pour un truc où aujourd'hui ça n'a aucune espèce d'importance, tu vois. Et je remets pas toute l'école en question, très loin de là, elle est ultra nécessaire. Je sais que moi j'ai un profil ultra actif, donc je suis peut-être pas la norme là-dessus, donc je veux pas du tout tirer de grandes leçons sur mon cas. Mais en tout cas, j'ai toujours été choqué de ce côté court-termiste dans l'école où en fait, t'as eu une semaine où t'as eu 2 mauvaises notes et tes darons ils sont en mode genre ça va très mal se passer. Alors que t'as eu 2 mauvaises notes en 5e, à l'échelle de ta vie, putain, mais on en a vraiment rien à foutre, quoi. Enfin, j'ai du mal à identifier le truc, quoi. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, j'aime tellement apprendre des trucs et j'ai tellement détesté l'école, j'ai jamais compris la dichotomie aussi grande entre les deux. Donc je pense qu'il y a peut-être des écoles Montessori, peut-être une espèce de contre-système à monter pour en tout cas ceux pour qui ça va pas. Je sais pas, hein, moi je veux pas globaliser ça à tout le monde. Hein. Tellement compliqué la politique, j'ai pas envie de commencer à me dire je sais mieux que tout le monde l'école, tu vois. Mais en revanche, moi vraiment, peut-être un des plus beaux moments de ma vie, moment où j'étais full time sur l'entrepreneuriat et c'est surtout je n'avais pas de compte à rendre à l'école parce que l'entrepreneuriat, moi j'en fais depuis le milieu de ma terminale.
Donc j'ai toujours fait l'entrepreneuriat et même quand j'avais pas de projet, je faisais un peu de freelance à côté pour une ou deux boîtes. Et j'avais toujours ce truc de je dois avoir une note à l'école, je dois être présent en cours. L'enfer, quoi, l'enfer. Et donc du coup j'ai quand même fait la Sorbonne et ça je les remercie. Parce que du coup j'ai un diplôme qui a l'air très prestigieux alors que pour le coup c'était pas très chronophage par rapport à d'autres études. Je les remercie. Mais pour le coup vraiment, ça c'est le truc qui me vient le premier à l'esprit quand tu me poses cette question-là, quoi. C'est vraiment fin des études, quoi. Fin des études, fin de l'école, fin du lycée, fin d'aller en cours pour qu'on nous explique des trucs qui m'ont l'air pas très utiles dans la vie réelle, quoi. Fin des contraintes. Fin des contraintes, ouais. Fin de l'autorité telle que non basée sur la performance, en gros, tu vois. Tout à fait ok, un client, parce que moi, pour le coup, j'ai pas de patron, mais un client te dise, je suis pas content, il y a pas de bonne performance, mais bien sûr. Quand t'es pas d'accord à la base sur la notion de performance avec tes profs ou avec l'école, ça va pas, quoi, tu vois. Genre, ça m'est arrivé plusieurs fois de citer des films en copie de philo et me faire entourer en disant c'est des films. Je dis, bah ouais, mais enfin, du coup, la philosophie, c'est quoi? C'est juste des auteurs qui sont morts. Il peut pas y avoir d'auteurs vivants, il peut pas y avoir de films, il peut pas y avoir de séries, il peut pas y avoir de peinture ou. De rap. De rap qui définit la limite, en fait, gros, à la fin. Voilà, bref, ça a été un truc, vraiment une vraie libération à la fin de l'école, pour le coup. Et donc, tu as parlé de l'importance de t'entourer à chaque fois, mais le travail avec du coup ta sœur, mais aussi avec tes associés, enfin tes associés, dont une qui est ta sœur, ça se passe comment? Ça se passe bien? Est-ce qu'il y a parfois des hauts et des bas? Est-ce que c'est dur de gérer parce que vous avez quand même une grande équipe? En fait, ça a jamais été vraiment compliqué, mais on s'est marché un peu sur les pieds en termes d'organisation avant qu'il y ait vraiment le crayon, le pinceau, le surligneur. Depuis qu'il y a ça, c'est clair pour tout le monde. Il y a une mini difficulté, mais c'est pas du tout un truc de ressenti entre nous. C'est plus un problème dont on parle ouvertement et dont on essaie de trouver des solutions. C'est le fait que Antonin est le seul à s'occuper à plein temps du média. Et qu'il y a c'est très difficile, hein. Ça a l'air d'être le job méga sexy par excellence, mais c'est quand même très très difficile. Et du coup, Jules, Sixtine et moi, on se sent un peu éloignés du média, alors que c'est quand même ce qui nous fait le plus kiffer. Et donc, du coup, il y a ce sujet-là à résoudre, mais en fait, comme on se l'est tous dit, de toute façon, le meilleur moyen de le résoudre, c'est de gagner beaucoup d'argent avec le pinceau et le surligneur pour pouvoir embaucher de plus en plus de monde qui s'en occupe à notre place, quoi. Donc voilà. Parce que du coup, concrètement, alors. Je vais bien te reprendre un tout petit peu d'eau, si ça te dérange pas. Ouais, vas-y, bien sûr. Ouais. Je te fais un transfert. Ouais, je veux bien. Concrètement, c'est surtout Antonin qu'on voit effectivement sur le crayon. On vous voit parfois, toi, ou Jules, ou même Sixtine apparaître. Mais au quotidien, tu fais quoi pour le média, le crayon? Est-ce que vous décidez ensemble de, des invités à la ligne édito? Comment vous répartissez le travail? Les invités, c'est une programmatrice qui s'appelle Hortense qui s'en occupe. Et avec Antonin. Et en gros, nous, tous les trois autres, Sixtine, Jules et moi, on a chacun une réunion d'1h30 par semaine édito seul avec Antonin, ou parfois avec Hortense, sur les invités, les améliorations à faire, les retours qu'on a, les idées qu'on a, enfin en gros un peu vraiment une réunion éditoriale avec Antonin, ce qui veut dire qu'Antonin sur l'emploi du temps, il a globalement une grosse demi-journée par semaine qui est dédiée à, même si c'est pas forcément sur la même journée, mais il a l'équivalent en temps d'une grosse demi-journée qui est dédiée à ces trois associés qui le boxent sur la ligne édito du média, les invités et ce qu'il faut faire. En plus de j'ai rencontré un tel, tiens, je te file son numéro, lui il est sympa, lui il voulait parler d'un truc, lui il voulait faire tel débat et tout. Et après derrière, notre implication, elle va beaucoup plus être externe. C'est que ça, c'est le côté interne et elle va être externe. C'est-à-dire, Jules, il va à un événement YouTube for Climate à Londres. Ah, tiens, je parle du crayon. Ah, tu veux faire un débat? Tac, je te file mon contact. Hop là, j'envoie Antonin. Ou, je sais pas, mettons, là, on fait le podcast, on dit, moi j'ai un pote, il a envie de se saisir de cette cause et tout, faut absolument que vous fassiez passer. Boum, ça, j'envoie Antonin. Et en fait, c'est plutôt être comme ça. Ou Sixtine qui était hier sur l'émission Charabia, là, le truc de Harold de Gardas et Ray Bed de Papé Pile, où au final, du coup, il y avait que des entrepreneurs, dont un entrepreneur qui a un avis tranché sur un sujet qu'on peut-être faire venir en débat. Enfin, tu vois, ce genre de truc, ça permet nous de pouvoir faire alimenter la roue, parce que nous, ça dépend aussi quand même beaucoup du réseau, des idées, sur un instant, sur un instinct, on va créer une émission, tu vois. Voilà, tu vois, mais après ça reste Antonin qui est vraiment le patron de ça et franchement ça nous va très bien, c'est clairement le meilleur de nous quatre dedans, tu vois. Okay. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin du podcast si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous partager peut-être en 1 minute ou 2 tes principaux apprentissages en tant que créateur de contenu ou entrepreneur? Je vais plutôt faire créateur de contenu parce que c'est quand même votre sujet que nous on le fait. Pour moi ça serait faire du légendaire. Je pense que les gens ont oublié que c'était quand même le plus important à la fin, parce qu'on a toutes les techniques et les stratégies, les hacks pour faire un truc, une verticale, tout ce que tu veux. Je suis complètement d'accord. Mais ça vous fera gagner des abonnés, ça vous fera faire des vues.
Ce qui fera que des marques s'associeront à vous ou un public se dira ce gars-là, à vie, il est dans le cœur, c'est parce que vous ferez des choses différentes, légendaires. Et je prends l'exemple très récent de l'ami Charlie Haïd, que évidemment je vous encourage grandement à recevoir. Oui. Il a fait cette vidéo dans le métro, absolument époustouflante. Je suis tombé là-dessus, j'étais en mode oh merde, le con, il l'a fait. C'était complètement génial parce que, enfin, un mec qui donne des conseils et des leçons sur un domaine, il va faire ce conseil et ses leçons devant tout le monde, auprès du grand public, en démontrant toute la leçon qu'il est en train de donner. Masterclass. Et les chiffres montrent bien que quand tu fais un truc légendaire, t'inquiète, les chiffres, ça va suivre. Et donc, du coup, moi, c'est vraiment ce que j'encourage les gens à faire. Si vous savez pas quoi faire comme contenu, pensez d'abord légendaire. Et après, vous verrez comment, sur du légendaire, vous arrivez à faire une éditoriale plus quotidienne, tu vois. Mais Être Con et Charlie Haïd, en ce moment, ils sont en freestyle, ils font que des dingueries. C'est vraiment 20 sur 20 sur 20 sur 20, tu vois. Ils accumulent que ça. Et j'adore parce qu'ils font des trucs légendaires. Et donc, du coup, moi, l'affect que j'ai, bon, après, je les connais amicalement, tu vois, c'est des potes, mais l'affect que j'ai en tant que spectateur, en tant que membre de leur audience à leur contenu, est incroyablement fort. Parce que maintenant, quand Charlie, il fait ne serait-ce que juste une vidéo face cam, c'est pas il fait du vidéo face cam, c'est le gars qui a les couilles d'aller dans le métro et de le faire, me dit un truc. Et donc, du coup, le rapport change complètement. Ça c'est vraiment le conseil que je vais essayer de m'appliquer le plus possible et qu'on essaie de tous s'appliquer, qu'on devrait tous essayer de s'appliquer le plus possible, tu vois. Faire du légendaire. C'est quoi, du coup, le projet un peu fou, un peu légendaire que le Crayon pourrait se donner? Ah, je te dis ça. Peut-être Antonin va se vénère. Mais bon. Au final, c'est pas grave, tu vois. Ça donnera peut-être aux gens l'envie de nous aider à le faire. Mais on a envie quand il fera un peu plus beau. Parce que là, pour le coup, il fait quand même un peu froid et tout ce que tu veux. Donc, probablement au retour du printemps, faire un énorme discours place de la République. Mobiliser tout le monde, tous nos potes influenceurs qui nous aideraient à relayer tout. Faire une espèce de grand apéro géant. Venez, on se rencontre. Mais pas venez, on se rencontre en mode rencontre abonnée. Venez, on se rencontre en mode venez, on arrête de vivre derrière nos écrans et entre gens qui sont pas d'accord. Et venez, on s'en fout de pas être d'accord et juste on kiffe autour de l'apéro, quoi. En mode revitalisons notre démocratie et notre volonté de débattre, mais autour de l'apéro, tu vois. Et organiser une grande opération où là, pour le coup, tu vois, le Reels qu'a fait Charlie, on fera un de nous, mais avec là toute la foule derrière, tu vois, qui est là en mode c'est incroyable ce qui se passe, tu vois. En mode une espèce de social club géant sauvage, place de la République, tu vois. Ça serait légendaire. Ouais. On avait voulu le faire pour Élise, place de la Madeleine, mais au final, bordel, trop compliqué. Et puis Grégoire avait peur qu'on maîtrise mal le truc, tu vois. Voilà. Donc du coup, on va probablement le faire. Et si du coup, il y a des gens qui écoutent ça et qui veulent nous aider à faire ce truc absolument dingo, passez en DM et on fera ce truc-là, tu vois. Ça me ferait beaucoup marrer. Trop cool. Très stylé. Tu as mentionné pas mal de créateurs. Quel est le ou la créatrice que tu kifferais voir sur notre podcast? Ah, Yann Kett. Je sais pas s'il est à Paris. Je crois qu'il est peut-être même parti en Espagne. Vous arrivez à le toper à Paris, faites venir Yann Kett. Il faut que ce gars vienne. Il a, je pense, changé la vie de beaucoup de monde. Et je le dis, il a peut-être pas changé la mienne, mais il a grandement amélioré la mienne. Moi, j'aime beaucoup son contenu, bonne idée. Et je le trouve un peu absent. J'ai l'impression qu'il est un peu nulle part. Il fait sa vie de son côté et tout. Et gros respect, vis ta vie, mec, tu vois. Mais apporte de la valeur aux gens. Il y a plein de gens qui ont envie de t'entendre. Ouais. Enfin, moi, le premier, en tout cas. Yann Kett, clairement. Cool. Ouais. En tout cas, merci. Et vous, quel créateur vous avez envie d'avoir ici? On se posait la question tout à l'heure, on se disait c'est quoi le end goal du créateur? C'est la question justement que je me posais. C'est quel le end goal français? Tu fais bien de préciser français. Parce que restons dans un truc qui est potentiellement faisable, tu vois. Pour moi, tout est faisable. Oui, mais français, au moins, il y a pas le billet d'avion. Ouais. On parlait d'un billet à Los Angeles, justement. Armand était sur Skyscanner tout à l'heure, donc ça part à tout moment. Mais non, c'est moi quand on s'est vraiment posé la question ce midi en train de déjeuner. Moi, le nom qui a pop dans ma tête, c'était Inoxtag. Ok. C'est un mec dont jusqu'à très récemment je consommais pas du tout le contenu et j'estimais que j'étais pas trop dans la cible, etc. Et en fait, pourquoi lui plutôt qu'un Squeezie ou Norman ou autre? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il amène un truc nouveau sur le YouTube game, qui fait des concepts de fou avec des prods de malade. Et je me dis putain, je trouve ça absolument ouf ce qu'il fait pour son âge. Je sais plus exactement quel âge il a, mais je trouve ça incroyable et j'aurais trop envie de me poser avec ce gars et de parler de sa life, quoi, que je trouve absolument ouf. Moi, je le trouve, en tout cas, je le connais, je regarde très peu son contenu, mais de ce que j'en ai vu, je le trouve excessivement sympathique. Ouais. Grave. Il dégage un truc et authentique qui est incroyable. Ouais. Et toi? Moi, j'ai vraiment envie de discuter avec Kion Kojandi. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'acteur principal de Bref. Et je l'aime beaucoup. Et le scénariste et producteur de Bloqué. C'est une pointure. C'est une pointure. Et il est aussi iranien, ce qui est un point commun de plus.
Ok. Mais ouais, j'aimerais beaucoup l'avoir. Et Victor Apchi peut pas te faire la passe D? Si, certainement. Victor. Vito, C'est ce que allez. tu préfères. Non, grand fan de Kian que j'en dis, et surtout je trouve que c'est un des gars qui a élevé la creator economy au rang de projet sérieux, Ouais. en mode genre pris au sérieux par la télé et tout ce qui va avec, tu vois. Grave. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup Ouais, à toi, merci, Valorant. Valorant. Max. Petit rapidement. check. Petit check. C'était très cool de te recevoir et merci Ouais. pour l'énergie que tu as apportée. Ça fait vraiment plaisir. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. S'ils peuvent nous laisser un petit avis, un petit like, un commentaire sur la plateforme. Mettez des grosses 5 étoiles. Mettez même des 1 étoile. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise publicité, comme tu disais. Non, mettez des 5 étoiles. Non, et puis merci beaucoup parce que je me suis fait la promesse depuis que j'ai des trucs suffisamment intéressants à raconter pour que les gens m'invitent, de passer dans tous les médias, de tous les podcasts que j'écoute. Et vous faites partie des quelques podcasts que j'écoute. Si je loupe quand même quelques épisodes, je pense, mais ça fait partie peut-être des 2-3 podcasts que j'écoute le plus et je trouve ça vraiment très réussi. Trop cool. Bah, ça Et fait je pense super qu'il faut plaisir. aussi que vous fassiez venir Antoine BM, qui a à mon ouais. avis Ouais. peut-être 3 à 4 fois plus de trucs à dire que moi, même sur le sujet de la création de contenu, tu vois. On est dans ces DM depuis. Si t'as Plusieurs la semaines. passe D, on la prend, mais Ah bah je vous la filerai, c'est un trop bon cool. copain Antoine. Trop cool. why not. Très chaud. Trop bien. Bah écoute, merci encore à toi, Valorant, et puis à très Plaisir vite. les gars, à très vite. Ciao. Ciao.